Jusqu'où va-t-on descendre? Bienvenue chers auditeurs pour cette nouvelle série d'émissions avec Alain Soral. Bonsoir Alain. Bonsoir à toi, bonsoir à tous, bonsoir à Pierre. Voilà, car aujourd'hui nous avons également la joie d'accueillir Pierre Jovanovic. Bonsoir Pierre. Bonsoir à vous tous. Alain, jusqu'où va-t-on descendre était le titre de votre premier abécédaire. Vous posiez alors une question qui n'a pas perdu de sa pertinence, c'est le moins qu'on puisse dire, plus de 20 ans après. Alors jusqu'où va-t-on descendre? On peut décliner la question sur le plan politique, dans l'obscène, le ridicule, la trahison, la maladie mentale, la submersion migratoire, comme disait le président Le Pen. Sur le plan économique et social, vous nous en parlerez aussi, Pierre, avec la désindustrialisation, la misère. On se posera aussi la question de, derrière cette obscénité redoublée, quel est le plan? Quel avenir on peut voir se dessiner et jusqu'où on doit descendre pour, on l'espère, rebondir. Alain, commençons peut-être par la politique française. Le gros marqueur, là, puisque j'ai regardé un peu aujourd'hui, c'est que Bardella gagnerait dans tous les cas de figure à la présidentielle au deuxième tour. Ils ont mis Marine hors jeu. Il y a Bardella qui, malgré son très jeune âge, qui est d'ailleurs, il faut reconnaître, un bon communicant. C'est un peu la marque en fait de tous ces hommes politiques de premier plan depuis des années. Comme le disait notre ancien camarade Poussard, ils sont tous passés par l'atelier théâtre. Et en général, si ce sont des êtres sans aucune épaisseur et avec souvent très peu de culture et même très peu de pratiques politiques sérieuses, notamment de gestion, en général, ce qui fait la différence, c'est que ce sont des bons communicants. On se rappelle comment Marine s'était fait étriller par Macron, notamment lors du premier débat, où elle pensait qu'elle avait une légitimité supérieure, voire même une vision même économique qui était plus cohérente, et elle s'était fait bananer par un type qui s'était révélé très efficace dans la joute verbale. Et là, effectivement, on est sorti d'un public qui est capable de juger, je dirais, sur des critères comme la logique. Vous voyez, on est maintenant sur vraiment de l'émotionnel pur, et il y a des gens qui sont très formés à ça. Il y a d'ailleurs des média traîneurs qui apprennent ça. Et il faut reconnaître que Bardella est un assez bon communicant, il a une certaine répartie, il a une posture qui n'est plus défensive, mais relativement offensive, ce qui est assez malin. Et ils lui ont même récemment, comme je me rappelle quand j'étais aux hautes études en sciences sociales avec les intervenants africains, il s'est fait faire une paire de lunettes de vue. Ça montre bien quand même un certain effondrement, parce que moi je me rappelle quand j'étais aux hautes études en sciences sociales, que tous les Africains qui étaient cooptés par l'université française, qui étaient francophones et qui intervenaient dans ces séminaires, avait systématiquement un attaché-caisse, même si dedans il y avait une pomme, et puis des lunettes de vue et un badge d'ONG. Et en fait, quand je m'amusais à prendre les lunettes de vue de mon voisin, que j'essayais, c'était des verres blancs. C'est-à-dire que c'était pour rendre le type crédible, quoi. Et on a un peu, excuse-moi, on a un peu avec cet effondrement, on a les mêmes marqueurs que les républiques bananières de l'époque d'immédiate décolonisation, tu sais. Donc Bardella est très très bien placé. Ce qui veut dire que ça va très mal d'une certaine manière, parce que moi je crois que les gens qui maîtrisent, qui dominent ce pays, ne laisseront jamais un type issu du lepénisme accéder à la présidence. Et je crois que ça explique tout ce que fait Macron en ce moment pour nous dire qu'on doit aller absolument à la guerre contre la Russie. Ça veut dire que, sachant qu'ils ne peuvent plus empêcher le RN d'arriver aux affaires, alors quand même, ça fait des décennies que ce travail de diabolisation se répète, je pense que ça veut dire, si j'ai un peu de sens politique, qu'il n'y aura pas de présidentielle. Et pour qu'il n'y ait pas de présidentielle, il faut que nous soyons dans une situation de guerre, toujours pareil sur le mode israélien, tu sais, de guerre défensive, tu sais, le syndrome pré-traumatique qui ferait qu'on basculerait dans une situation à la Zelensky, c'est-à-dire état d'urgence, et donc pas d'élection, et donc le pouvoir restant à ceux qui sont déjà aux manettes, avec en plus toutes les implications derrière, de budget de guerre, de sacrifice des Français, etc., où là, je pense qu'on rejoint beaucoup le travail que fait Pierre en ce moment sur, quelque part, la liquidation économique de la France. Je pense que là, j'en ai dit assez pour lancer le débat. Merci Alain. Un point d'étape. Moi, j'ajouterais Oui. là, juste pour compléter ce que vient de dire Alain, le Canard enchaîné, dans son article je crois que c'est cette semaine, ou la semaine dernière, je ne sais plus, que effectivement Jordan Bardella s'est fait offrir sur les fonds, alors je ne sais plus si c'est même pas les fonds du gouvernement français ou de l'Europe, un super média training pour être capable d'affronter comment dire, les réunions, les débats télévisés. Hein, donc ça confirme effectivement les propos d'Alain. Voilà.
Mais moi je vois les choses, on va dire, de mon côté, hein, ce qui n'est pas antinomique d'ailleurs. Mais moi, ce que je constate, ce que j'ai constaté brutalement il n'y a pas si longtemps, même si je le chronique depuis quand même quelque temps, c'est en fait une politique d'humiliation totale des Français. Et c'est raccord avec ce qui avait commencé avec le Covid, et notamment avec cette mesure, je pense que vous vous en souvenez, on avait le droit de boire le café assis et pas debout, ou l'inverse, je ne sais plus. Vous voyez, mais techniquement, c'est des mesures vraiment d'humiliation des Français. Et en fait, à un moment donné, j'ai réalisé qu'en fait, ça ne fait que continuer. Alors, je vous ai dressé une petite liste, hein, afin que vous soyez... parce que ça va avec. Et le meilleur symbole, je pense que là, vous l'avez tous vu, c'était d'abord le plug anal Place Vendôme, hein, donc destiné aux Français en disant on vous entube, hein, je reste poli, et surtout à l'occasion je ne sais plus si la FIAC ou je ne sais pas quelle galerie d'art, là il y a 3 semaines, toujours Place Vendôme, donc c'est vraiment très symbolique. Donc ils ont mis une grenouille. Bon alors en anglais, hein, les French c'est les frogs, hein, qui mangent des grenouilles. Cette grenouille était à 4 pattes et manifestement elle attendait le plug anal de l'année dernière. Voilà, c'est une humiliation permanente. Que ce soit de la politique française et que ce soit d'intervenants étrangers. Là, pour le coup, c'est des galeries d'art. Bon, je ne sais pas si c'est de l'art, mais en tout cas, c'est du cochon, quelque part. Voilà. Et en tout cas, l'humiliation, déjà, ça a commencé avec Sarkozy. Hein, donc, l'annulation, les Français avaient dit non à l'Europe, mais bon, ils nous ont remis. Ensuite, c'était les yeux et les mains arrachés des Gilets jaunes, hein, pendant le mouvement qui a littéralement bousculé toute la politique macronienne. Alors, la destruction des services publics, bon, vous le savez, maintenant, pour faire un passeport, c'est 6 mois, hein, et encore, il faut s'inscrire en ligne, et ainsi de suite. Le vol des retraites de Sarkozy, moi, je l'ai montré dans le livre 2008. Les déremboursements de la sécurité sociale par rapport à il y a 15 ans, 20 ans, c'est littéralement un appauvrissement des Français qui continue. Ensuite, l'humiliation des hauts fonctionnaires. Ça, personne ne l'a noté. Hein, parce que Macron, en fait, n'a fait que travailler avec des organismes américains, les McKinsey, etc., enfin, tous les trucs affiliés à la CIA. La fin du corps diplomatique, notamment. Exactement. Là, en plus, oui, la fin du corps diplomatique. Et surtout, le fait de confier nos ambassades ou nos consulats, quand il n'y a pas le budget, ils le donnent aux Allemands. Donc, ce sont les Allemands qui gèrent nos consulats et les délivrances de nos passeports. Alors, ensuite, vous avez quelque chose qui a échappé à tout le monde, la privatisation du loto, enfin de la Française des Jeux. Alors que ça, c'était un truc de bienfaisance. Hein, ça a été lancé après la guerre de 14. Maintenant, ça appartient certainement aux Américains ou Dieu seul sait qui. La suppression... alors, ça, j'en parle très souvent, et j'en ai parlé lors de la conférence avec Youssef Indy, c'est-à-dire qu'il y a plus de 1000 casernes de gendarmerie et de commissariats, et plus de 500 casernes de pompiers qui ont été supprimées en l'espace de 10 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et après, toute la presse, municipale, provinciale, est remplie de faits divers en disant cambriolage dans tel endroit, alors que vous aviez des régions comme la Lozère où il n'y avait jamais rien, hein, dans l'absolu. Ensuite, alors ça c'est grandiose, il vous faut attendre 5h20 en moyenne, 5h20 aux urgences. Je ne sais pas si vous réalisez. Où on est arrivé. Alors, jusqu'où on va descendre, là, on a déjà une bonne idée. Et sur la revue de presse, sur quotidien.com, les infirmières ont obtenu le dernier chiffre. Macron a supprimé 2000 lits d'hôpitaux supplémentaires en 2024. Voilà. Alors, les baisses des prestations chômage, retraite, bon, j'en passe. Les lits d'hôpitaux, plus de 20 000 lits supprimés. La hausse de l'électricité qui a détruit la totalité de l'industrie française, du moins celle qui restait encore debout, en l'espace de 3 ans. Les ventes d'Alstom et ainsi de suite. 6 mois pour avoir un passeport. Taxer les WC. Ah oui, ça c'est leur dernier truc. Alors, vous avez des WC chez vous et une baignoire, ça y est, boum, vous allez vous prendre 6%.
en même temps qu'on finance des nazis bandéristes en Ukraine, la suppression des unités militaires qui continuent. Voilà, donc je pense que j'ai fait la vente de nos barrages, hein, qui fabriquent de l'électricité qu'on a payé avec nos impôts. Voilà, ce qui est sorti là de ma revue de presse, c'est qu'en fait, cette politique d'humiliation est organisée par manifestement des cabinets américains ou Dieu seul sait qui, ou israéliens. Et en fait, c'est raccord avec tout ce que Israël a fait endurer aux Palestiniens depuis la première intifada. Voilà. C'est une humiliation permanente. Et moi, je ne connais pas d'autres pays où on assiste là, on observe tout cela. Enfin, c'est quand même assez extraordinaire. Et moi, je vous donne une anecdote. C'était il y a 5-6 ans. J'étais au terminal 3 de Roissy, d'accord. Et je ne comprenais pas trop où était le vol. Bref, j'arrête un type avec son badge, machin, etc. Et il me dit non, je parle pas français, je parle qu'anglais. Donc je lui demande en anglais. En fait, je me suis rendu compte, en discutant avec lui, qu'en fait, il faisait partie d'une société israélienne qu'ils ont fait venir spécialement pour sécuriser les aéroports de Roissy. Non mais, on va où? Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, la présence israélienne dans le domaine de la sécurité, oui, un des biais d'infiltration et de trahison de nos élites bien connues. Et sur le plan... il faut souligner qu'Alain et Dieudo, ils ont été vraiment visionnaires sur ce sujet. Hein. C'est très clair. Hein. Je l'ai déjà dit, hein, je pensais qu'Alain était monomaniaque, mais en fait, il a eu des longueurs d'avance sur cette affaire. Alors justement, Alain, sur cette longueur d'avance qui permet un petit peu de dater cette déchéance, le démarrage. Et ces humiliations des Français. Bon, déjà, on voit bien que nous avons eu à un moment donné quelqu'un qui est revenu aux affaires, c'est Général de Gaulle, à la faveur de la crise algérienne, et qui nous sortait quand même d'une période assez trouble de faiblesse française qui s'appelait la Quatrième République. Il a tenté de faire une espèce de monarchie constitutionnelle pour essayer de redresser le pays selon sa conception, et avec le recul, on voit quand même qu'avec assez peu de moyens, il avait quand même réussi des choses qui étaient pas mal, mais malheureusement, il arrive en 58 et il a assez peu de temps. Et rappelons-nous qu'il se fait sortir quand même. Pareil, toujours pareil sur la question israélienne, son discours de novembre 67 sur le peuple sûr de lui-même et dominateur, parce qu'il est très agacé que le lobby sioniste français lui désobéit profondément à travers notamment les services français. Il y a l'affaire des frégates de Cherbourg, l'affaire de l'assassinat de Ben Barka. Et l'air de rien, suite à cette sortie qui est quand même une déclaration de guerre, on va dire, au lobby judéo-sioniste français, eh ben on voit qu'il se prend dans la gueule quelques mois après la première révolution colorée, qui s'appelle mai 68, première révolution de l'époque moderne, parce que celle de l'époque traditionnelle, on peut dire que c'est la déstabilisation de Louis XVI suite à sa convocation des États généraux, qui s'appelle donc la Révolution française. Hein, on peut voir à chaque fois soit la main des Anglais, soit la main d'Israël, ce qui est un peu la même chose, c'est-à-dire la continuation de la perfide Albion et en fait de ce modèle civilisationnel alternatif qui est à la fois proche d'une autre et très opposé, qui s'appelle la vision, on va dire, judéo-anglo-saxonne, qui s'appelle la vision libérale, et qui s'oppose très profondément à l'offre qu'on fait nous, qui s'appelle en fait l'humanisme français. Donc là, on prend vraiment du recul. Et dès lors que De Gaulle a été chassé du pouvoir, en traitant les Français de veaux d'ailleurs, on a une lente dégringolade dans la soumission par des présidents de plus en plus fallot. Alors on a Pompidou qui essaye de maintenir quelque chose, mais qui, je rappelle, est un ancien directeur de la banque Rothschild. Derrière, je crois que comme il meurt prématurément, on a Giscard qui se pointe. Donc on peut dire que c'est vraiment un président qui a été complètement inexistant, qui existait dans le narcissisme élyséen. Hein, c'est d'ailleurs le premier à ce point-là, qui est une période de relatif effondrement, qui le conduit d'ailleurs à se faire battre par un cheval de retour qui s'appelle Mitterrand, qui était un type qui était pratiquement mort à la politique en 68, hein, je le rappelle. On est déjà à l'époque un homme politique qui n'a pas un passé très prestigieux, parce qu'en fait, il a quand même été décoré de la Francisque, et il a passé pratiquement toute la guerre qui était quand même un marqueur de la validité politique à l'époque, dans un stalag avec un certain monsieur Dahan, d'ailleurs, qui l'a piloté pour toute la suite de sa carrière. Donc Mitterrand est un marqueur très important, parce qu'à partir de ce moment-là, on a, je dirais, la double mâchoire qui se jette sur la France, qui est déjà
ces élites juives ashkénazes qui suivaient relativement De Gaulle, parce que De Gaulle avait été le non à Pétain, mais qui l'ont lâché sur la question israélienne avec Missov, qui derrière lui entretient avec Missov Power, qui derrière font marcher avec eux Giscard et Chirac. Donc on a cette élite juive ashkénaze qui s'est retournée contre De Gaulle et je dirais un peu d'une certaine manière contre la France. Et on a la montée, n'oublions pas, suite à la décolonisation du Maghreb, de tous ces juifs d'Algérie, mais aussi du Maroc et de Tunisie, alors qu'ils n'étaient pas obligés, et notamment que ça nous donne les Attali, les Bernard-Henri Lévy, etc., qui sont des juifs algériens, je le rappelle, qui sont d'ailleurs français par le décret Crémieux. Donc on voit bien que là, il y a une double alliance, une alliance double, je vais dire, de gens qui sont très hostiles à la France, ceux qui estiment que finalement De Gaulle a trahi et identifiable à Pétain, et qui sont toujours sur le vieux règlement de compte de la période de l'occupation et de la collaboration, et ceux qui montent d'Algérie et qui ont aussi pas mal de comptes à régler, notamment une grande hostilité à cette France issue de l'immigration qui va correspondre aux accords qu'on a avec l'Algérie de travailleurs migrants, etc. Et donc on est déjà dans un contexte d'un pouvoir politique français très faible et d'une alliance on va dire, de juifs ashkénazes et de juifs maghrébins qui n'ont pas un grand amour de la France et de son histoire. Et rappelons-nous que qu'est-ce que ça donne immédiatement avec l'élection de Mitterrand? Ça donne ce qu'on appelle la réactivation de l'épuration, qui commence par le procès Barbie, et qui met un terme à ce qu'on appelait le roman national, qui avait été imposé par De Gaulle sur son prestige, qui était la réconciliation des Français par rapport, rappelons-nous la phrase de Pompidou, c'est cette France qui ne s'aimait pas, ces Français qui ne s'aimaient pas. Lui avait résisté à ça, c'est-à-dire des pétainistes contre les gaullistes. Et ça, on a une réactivation de ces tensions à travers le premier procès Barbie qui sera suivi du procès Papon et du procès Touvier. Et on a la figure très importante de Badinter qui est déjà là. D'ailleurs, à l'époque, à ses côtés, Roland Dumas, qui après a basculé vers la fin de sa vie. Et on a des gens qui veulent, à la fois, qui sont très puissants en France, face à un pouvoir politique faible et instrumentalisé, et qui veulent régler des comptes, qui ont des comptes à régler. Et à partir de ce moment-là, c'est la dégringolade. Et je rappelle que ça correspond à quelque chose de très important, le passage de l'Holocauste à la Shoah par un film documentaire de Lanzmann, qui est un journaliste français spécialiste du cinéma de la Nouvelle Vague au départ, hein, c'est assez étrange, et qui est le frère du parolier de Jacques Dutronc, donc on a des types assez improbables. Et la Shoah inaugure quelque chose de très important qui vient renforcer la doctrine Paxton, mais non pas venue des États-Unis, hein, diabolisation de la France, mais directement, on va dire, des Juifs de France, et qui est pour nous dire que voilà, la France a une dette éternelle envers les Juifs, pas seulement les Français de confession juive, hein, mais les Juifs quels qu'ils soient, et notamment bien entendu Israël, par la Shoah, et que cette Shoah devient un narratif qui est pratiquement l'idéologie dominante de la France et qui atteint une dimension religieuse, c'est-à-dire avec la loi Guesso, quelque chose qu'il n'est pas question de contester exactement comme il en est des vérités sacrées, hein. On est dans l'ordre de la révélation, et ça oblige tous les Français à baisser la tête, en gros, dès qu'on a envie de critiquer un juif sur quelques sujets que ce soit. Et avec un Bernard-Henri Lévy qui arrive derrière, qui est un jeune étudiant prétentieux, soi-disant docteur en philosophie, mais bon, on le donne à peu près à tout le monde, et qui sort un livre très important à cette époque-là, qui s'appelle L'idéologie française. C'est-à-dire ce juif qui est français par le décret Crémieux, et qui sait que la France est le premier pays, la première nation qui a émancipé les Juifs en 1791, dans la foulée de la Révolution française basée sur les droits de l'homme, se permet d'écrire un livre qui s'appelle L'idéologie française, qui dit que la France a inventé le fascisme et que l'origine du fascisme, qui a donné Mussolini et bien sûr Hitler, c'est français. Et ce qui est un livre dégueulasse qui a évidemment été critiqué par les gens sérieux à l'époque, mais qui est, je veux dire, une offensive idéologique qui accompagne Shoah, idéologie française, et qui amène après, dans un troisième temps, un type comme Finkielkraut, qui, je le rappelle aujourd'hui, est académicien français, à dire à un moment donné, la France mérite notre haine. Vous voyez? Donc on est vraiment quand on parle d'humiliation, et qu'on fait le lien avec la Palestine, on a à partir de Mitterrand des hommes politiques qui sont entièrement tenus par la culpabilité shoatique, avec en plus une forte dimension de chantage, de corruption et de promotion par la soumission, et qui ont décidé, de diaboliser la France comme un pays qui a une dette morale éternelle et qui est entaché de racisme, parce qu'à l'époque, on fait encore l'amalgame entre le racisme et l'antisémitisme. Aujourd'hui, on ne peut plus avec l'évolution sur la question musulmane, hein. Et rappelons-nous qu'à la même époque, nous avons Julien Drey, qui lui, effectivement, vient du gang juif du Sud, hein,
par rapport à ceux qui viennent du gang juif du Nord, qui instrumentalisent la jeunesse d'origine immigrée issue du regroupement familial. Je rappelle d'ailleurs 74-75, gouvernement Chirac sous la présidence Giscard. Au lieu de travailler à l'intégration ou à l'assimilation de cette jeunesse difficilement déjà assimilable parce qu'elle n'est pas européenne, parce qu'elle n'est pas chrétienne, et parce qu'elle vient majoritairement d'Algérie, c'est-à-dire d'un pays qui était encore en guerre avec la France jusqu'en 62. Donc il y a du sang, il y a des tensions. On a une instrumentalisation volontairement négative des banlieues par SOS Racisme, qui à l'époque, ce qui est d'ailleurs l'inverse d'aujourd'hui, on voit la bascule de Julien Drey, consiste à apprendre à ces jeunes Français sur le territoire français que la France est un pays détestable, un pays collabo, un pays raciste, un pays antisémite, et à les pousser systématiquement, d'ailleurs par du soft power, comme l'apologie par Jacques Lang du tag et du rap, à les pousser à la haine de la France et à l'insurrection larvée permanente de ce qu'on appelle la délinquance ethnique des banlieues. Et ça, tout ça, ça monte dans les années 80, et ça s'accompagne à partir de 83 de ce qu'on appelle la politique de la rigueur, où on passe de quinquin, c'est-à-dire d'un socialiste bontin de Lille, donc Lille région minière, à Laurent Fabius, fils de grand antiquaire parisien, grand spécialiste de l'équitation et du saut d'obstacle. Donc on est vraiment sur une gauche bourgeoise juive caricaturale, et qui lui inaugure la politique de désindustrialisation de la France et de faire basculer un pays qui était un pays d'industrie en pays purement de services. Et c'est le début de la dégringolade avec ce phénomène qu'on a oublié, qui est la création fatale de ce qu'on appelle les SDF, qui n'ont rien à voir avec les chômeurs. Tous ces gens qui sont jetés à la rue par la liquidation de tout ce qui est l'industrie du tissu dans le Nord, et aussi de l'acier et du charbon, et qui sont jetés dans la rue avec la création, n'oublions pas, par la complicité de Rocard, de ce qu'on appelle à l'époque le RMI, qui est de faire payer la mise au rebut et la clochardisation de ces populations entières par le salariat de ceux qui ont encore du travail, je rappelle. Et toutes ces fausses mesures de gauche, année après année, toutes ces dégringolades là que je vous associe, économiques, métapolitique, religieuse, symbolique, etc., amène aujourd'hui à la situation de la France, qui est un pays qui ne s'appartient absolument plus, qui est traversé par des tensions internes, dont les dernières sont la ligne Bolloré-Zemmour, où carrément là, ils sont en train, les mêmes qui ont introduit l'immigration et la désassimilation des immigrés, sont en train de pousser à la guerre civile ethnico-religieuse. Voilà. On en arrive à une situation, effectivement, d'effondrement terminal de la France, où, malheureusement, très peu d'hommes politiques. Je vois qu'Asselineau ose un tout petit peu aujourd'hui, soi-disant d'un pays d'opposition, ose faire le panorama que je vous fais aujourd'hui, parce que ce panorama que je fais devant vous me vaut d'être condamné à 7 ans de prison en France, dont des peines non aménageables, et à être condamné pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, et d'être poursuivi même jusqu'en Suisse par les institutions communautaires françaises pour provocation publique au crime, provocation à la haine raciale, apologie de terrorisme. Je ne sais pas si vous voyez tout ce qu'on me met dans la gueule, simplement pour faire un bilan de l'effondrement de la France, qui n'est pas un effondrement, tu sais, comme le dirait Todd, tu sais, ou même, Todd, ça va encore, mais quand Zemmour parlait de, tu sais, le suicide français, on ne se suicide pas avec 2 ou 3 poignards dans le dos. Voilà. Cet audit que je fais aujourd'hui, ce constat, parce que je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre si on est quelqu'un qui veut intervenir dans le débat public et qui se soucie de la France. Ce constat qui me paraît très objectif vaut aujourd'hui la prison. Voilà, je pense que je peux m'arrêter là. Moi, je voudrais rajouter quelque chose parce que BFM TV fête ses 20 ans. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que BFM a été immédiatement ou quasiment racheté à un moment donné par Drahi. Vous vous souvenez de ça? Et Patrick Drahi, qui d'ailleurs avait renoncé à sa nationalité française. Et qu'a fait BFM pendant toutes ces années? C'est-à-dire que BFM nous a vendu le bienfait de tous les migrants qui arrivent en France. Et qui, aujourd'hui, on voit les dégâts. On voit dans les rues parisiennes et même ailleurs le spectacle absolument épouvantable de toutes ces tentes qui défigurent les rues. Eh bien, BFM, pendant toutes ces années, a littéralement travaillé pour la destruction de la France et de son tissu économique. Avant que BFM soit vendu, mais bon, dans l'absolu, il continue. Il faut vraiment voir que les médias ont été pris
comment dire, par les organisations israéliennes. Et je vous donne deux exemples. Je vous donne par exemple Ariane de Rothschild. Alors, il y a un article aujourd'hui sur quotidien.com où il y a d'ailleurs une photo de Ariane de Rothschild avec Epstein. Et c'est amusant parce que Ariane de Rothschild avait racheté à l'époque Slate.fr, hein, qui parle de tout sauf de génocide. Hein, ils n'osent pas parler de génocide à Gaza. Et je vous donne un autre exemple. Donc là, c'est l'autre branche, c'est Lynn de Rothschild, qui, elle, avait racheté de Economist. Moi, je rappelle que Robert Maxwell, lui, avait racheté quand même un certain nombre de maisons d'édition en Angleterre et des journaux anglais. Et que le rôle d'Epstein, notamment, bah, c'était... on avait fait une émission avec Alain il y a très longtemps, il y a 4-5 ans, où on avait tout dit, littéralement, à l'avance. À l'époque, je crois que c'était en 2018. Il se passe un peu la même chose aux États-Unis qu'en France, hein, de ce point de vue-là. Mais c'est partout. Mais c'est partout. Mais c'est partout. C'est partout. C'est-à-dire qu'en fait, leur rôle, et d'ailleurs, en ce moment, ils sont en train de racheter CBS, littéralement. Donc, CBS est l'équivalent, je crois, d'une cinquantaine de chaînes de télévision. Hein, vous retrouverez ça sur quotidien.com de cette semaine. Donc, on voit bien que, et ça, c'est Nick Fuentes l'a très bien montré, je crois que c'est aujourd'hui ou hier, c'est-à-dire qu'il a dit que 95% des hommes politiques américains sont contrôlés par l'AIPAC, hein, donc c'est l'équivalent d'Elnet en France, et que par conséquent, Israël a réussi son plus grand coup, c'est-à-dire prendre le contrôle, c'est ce qu'il dit, hein, prendre le contrôle d'un pays totalement sans tirer une seule balle. Voilà. On a la même chose en France avec la mainmise du CRIF. La manière dont progressivement ce dîner annuel du CRIF est passé de quelque chose de communautaire, discret, qui d'ailleurs n'est pas contraire à la Constitution, puisque les communautés n'ont pas d'existence, je dirais, institutionnelle et constitutionnelle, mais on ne peut pas empêcher les boulistes de monter une association de boulistes. Mais à un moment donné, progressivement, c'est devenu l'instance au-dessus de la présidence de la République et du gouvernement qui convoque tous les corps constitués chaque année, qui se précipitent en plus en payant. Et il y a ceux qui sont vexés de ne pas être invités, c'est-à-dire qu'il faut supplier d'être invités, où on leur explique la marche à suivre pour l'année à venir, c'est-à-dire les gens qu'il faut diaboliser, et les gens qu'il faut porter au pinacle. Il y a la célèbre photo, je crois que c'est Haïm Corsia qui tient la main normalement, ça devrait Macron. Ça devrait scandaliser tous les journalistes sérieux, tous les constitutionnalistes, sur le fait que dans un pays où constitutionnellement n'existent pas les communautés, puisque depuis ce qu'on appelle la dissolution des corps intermédiaires suite à la Révolution française, rien ne doit subsister entre l'individu citoyen et l'État. Hein, donc en réalité, c'est ce que dit le seul qui a osé le dire, c'est Mélenchon. La communauté juive, ce qu'on appelle communauté juive organisée, c'est la terminologie de Golnadel, n'existe pas en réalité constitutionnellement et institutionnellement. Or, aujourd'hui, tout fonctionne sur le communautarisme. C'est ça qui est incroyable, c'est que ces gens nous ont collé le communautarisme année après année. D'ailleurs, je me rappelle qu'à l'époque, j'avais monté avec d'autres garçons quelque chose qui s'appelait l'Observatoire du communautarisme, et que mon premier combat dans les années, au début des années 2000, c'est-à-dire la communautarisation de la France est dangereuse, c'est une situation qui amène fatalement à la guerre civile, c'est contraire au principe républicain français de l'assimilation et justement de la non-représentativité des corps intermédiaires. Et tout ça, on est dans quelque chose de très louche. C'est quand je dis ça au tribunal, à la 17e chambre, parce que je le dis presque à chaque fois, que les gens qui me poursuivent n'ont pas d'existence, pratiquement pas d'existence légale, les juges baissent la tête et baissent les yeux parce qu'ils ne savent pas quoi répondre. C'est-à-dire, et là, je vis le cas en ce moment en Suisse, où je suis poursuivi par des associations communautaires françaises qui ne représentent qu'elles-mêmes. C'est-à-dire que non seulement elles sont communautaires, ce qui est déjà louche, mais en plus, elles se sont auto-instituées comme représentatives. Alors que je l'ai toujours dit, par exemple, le CRIF, qui est au sommet de la hiérarchie d'une nébuleuse d'associations plus ou moins articulées, avec les étudiants juifs de France, la LICRA, etc., représente statistiquement un juif sur 6. Donc nous avons une situation française où une organisation communautaire qui représente 1/6 de 1% de la population française dicte sa politique à la France et terrorise la totalité de la population et nous oblige in fine à applaudir à un génocide, comment dirais-je, notamment à Gaza, qui est contraire à toutes les valeurs, y compris les valeurs qui leur ont permis d'être émancipés dans l'histoire. Parce que le paradoxe le plus ignoble, c'est ça. C'est au nom de l'antiracisme et de l'égalité citoyenne que ces gens ont été émancipés. Et par ce processus égalitaire et antiraciste, ils essayent de nous imposer
aujourd'hui en Israël clairement, mais de plus en plus en France, qu'ils sont le peuple élu et que la terre leur est promise et que nous sommes des hommes, non, même pas des citoyens, mais des hommes de seconde catégorie, des sous-hommes selon une vision théologico-raciale suprémaciste du monde. Et tout ça validé par la République française laïque et égalitaire et qui a passé des décennies à mettre sur la touche la puissance de l'Église catholique. Donc on n'en est plus à la séparation de l'Église et de l'État. Aujourd'hui, on en est à la séparation du CRIF et de l'État. C'est ça le chantier à venir. Et je pense que ce constat est totalement lié à ce processus d'humiliation, bien sûr, parce qu'il faut en permanence, pour que le Français ne se révolte pas, lui maintenir la tête dans l'humiliation, tu sais, dans la stupeur et tremblement, sur le principe de l'empereur du Japon. C'est-à-dire que les gens ne doivent plus oser seulement penser, pouvoir répondre aux sorties d'Attali quand il vous dit que la France est un hôtel, ou à l'arrogance d'un Bernard-Henri Lévy dont on ne comprend pas le magistère moral et la présence constante depuis 50 ans, notamment à la tête de Arte, au niveau d'une instance, la surveillance éthique, je crois, de la surveillance éthique de Arte, et que Arte a même changé son code du travail interne pour qu'il puisse être encore à la tête de ce truc-là, alors qu'il a depuis longtemps dépassé l'âge de la retraite. Les soirées thématiques Arte, c'est validé par Bernard-Henri Lévy. Oui. J'aimerais qu'on explique quelle est la légitimité de ce type, qui, je le rappelle, est un fauteur de guerre permanent depuis la fin des années 70. Ça s'appelle la guerre sans l'aimer, son truc. Mais c'est surtout la guerre sans la faire et pousser les autres à la faire. Et là, on a aussi une espèce de... Et surtout quand on pense que BHL, et je me souviens très bien de son article dans Paris Match, qui est allé en Ukraine pour nous vanter les mérites de tous les nazis ukrainiens qui ont exécuté tous les juifs pendant la guerre. Mais on est dans l'absurde le plus total. Ça montre à quel point BHL est un vendu. Gaza nous a fait comprendre quelque chose, et l'Ukraine aussi, c'est qu'en réalité, et puis surtout la France avec l'évolution du RN de Marine, et puis aujourd'hui Bardella qui est validé par Meir Habib, je rappelle qu'aujourd'hui Bardella était validé par Meir Habib, c'est qu'en réalité, le problème c'est pas de savoir si t'es nazi, c'est de savoir si t'es nazi pro-sioniste ou anti-sioniste, c'est tout. Si t'es nazi pro-sioniste, et je rappelle que quand on parle d'Israël, c'est l'État juif. À défaut d'avoir une constitution, l'État juif a comme constitution par défaut la Torah. Qui est à la fois son système de valeurs et ses frontières. C'est-à-dire que c'est un pays sans constitution et sans frontières, dont la constitution de fait est la Torah. Il suffit de la lire. On a Youssef Indy qui fait un énorme travail pour nous dire quand même quel est le contenu objectif lu par un laïc, on va dire, ou un athée, de qu'est-ce que raconte l'Ancien Testament. C'est quand même une entreprise de conquête et de purification ethnique au nom d'un Dieu vengeur qui a dit à un groupe de paranoïaques, en gros, que chez toi, c'était chez eux. Je rappelle que la terre promise n'est pas la terre des ancêtres. C'est une terre qu'on vole à son légitime propriétaire, parce que quelqu'un qui arrive, qui est un paranoïaque, agite un bouquin qu'il a écrit lui-même, ou qui dit « Dieu m'a donné ta terre ». J'ai imaginé et ça donne la réalité palestinienne depuis 1947. Et ce qui est obscène, c'est qu'en plus, on s'étonne après que les Palestiniens soient un peu énervés. Essayons de nous mettre à leur place, comme dirait l'autre. Donc voilà, on est dans ce contexte généralisé d'une France qui est occupée, mais si elle était occupée par des élites qui, comme à un moment donné, quand on perd la guerre des Gaules, en 50 ans, la France est passée de Celtes, avec une organisation celte, à une organisation romaine. Et en fait, ça s'est assez bien passé parce que ça correspondait à une élévation sur le plan civilisationnel, on peut le dire comme ça. Mais aujourd'hui, ces élites qui dominent la France ne dominent pas la France pour son bien, parce que sinon, moi, les élites, je suis pour qu'il y ait des élites. Ils font un travail totalement inverse. Ils font un travail de parasitisme, de pillage et de destruction à tous les niveaux, de destruction morale, je l'ai dit, morale, logique, économique. Et ça, la question, c'est jusqu'à quand ça va encore continuer avant qu'il y ait soit un sursaut, soit, comment dirais-je, une disparition d'une certaine manière. En fait, l'alternative à moyen terme aujourd'hui, pas à long terme, à moyen terme, c'est le sursaut ou la disparition. Voilà. Alors, justement, en ce qui concerne le sursaut, pour l'instant, pour ma part, j'ai pas l'impression, enfin, je l'espère, mais j'ai écouté, alors je crois que c'est le militaire suisse ou un général, c'est Jacques Beau, je crois. Et en fait, il a constaté la même chose que nous, suite au discours de ce général au congrès des maires. C'est-à-dire qu'en fait, depuis le Bataclan, et très précisément depuis le Bataclan, le peuple français est maintenu par les médias dans une cocotte minute
avec un terrorisme médiatique. Alors, un coup, c'est vraiment les terroristes, musulmans, bien entendu. Ensuite, c'est le terrorisme énergétique. Hein, rappelez-vous, vous aurez plus de gaz, achetez des bouteilles de gaz d'avance, il y aura plus d'électricité. Au mois de décembre, les Français ne pourront plus chauffer, pas assez de centrales nucléaires, je sais pas quoi. Hein, c'est pas si vieux que ça, c'était il y a 3 ans. Ensuite, un terrorisme météorologique, c'est-à-dire que depuis quelque temps, on a en permanence... on voit littéralement il va faire froid genre -5, ça y est, c'est une alerte nationale, alerte inondation et je ne sais quoi. Un terrorisme économique avec tous les licenciements moi que je vois passer, mais c'est absolument effrayant. Moi, je ne sais pas combien de suicides cela crée au passage. Ensuite, le terrorisme médiatique sanitaire, bon, on l'a tous vécu, le sécuritaire, hein, c'est-à-dire tout ce qui est carte d'identité digitale, monnaie digitale, vous ne pouvez pas, si vous voulez payer quelque chose, 1 500 €, non, il faut le déclarer. Et tiens, je vous donne un exemple. Maintenant, quand un Français va aller à la pêche, que ce soit en mer ou sur une rivière, eh bien, il va falloir qu'il déclare les poissons pêchés. Et ensuite, bien entendu, le terrorisme médiatique militaire. Et on l'a vu il y a 3-4 jours avec ce général qui nous explique que les Français doivent se préparer à perdre leurs enfants. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Non mais attendez, mais c'est tout à fait extraordinaire. Et ça, ça nous est vendu essentiellement par des élites, notamment de l'Union européenne, parce qu'il y a malheureusement, il n'y a pas que la France, dont on constate qu'ils ont pratiquement tous aucun enfant. Donc il y a quand même des marqueurs. Oui, c'est ça. Assez incroyables. Exactement. Ils n'ont pas d'enfants. Très peu de familles, je dirais, fonctionnelles, traditionnelles, avec un homme et une femme, parce que pour faire des enfants, il faut un homme et une femme. Hein. Je rappelle quand même, c'est une loi de la nature. Et des enfants, les enfants étant l'obligation de se projeter dans l'avenir. Et donc c'est la responsabilité politique passe par les enfants. Et on a donc à la tête de l'Union européenne, comme par hasard, parce que c'est au-delà de la France, que des irresponsables structuraux, et qui nous vendent le fait qu'il va falloir aller tuer nos enfants pour, soi-disant, faire une guerre à la Russie qui nous menacerait de nous attaquer. C'est-à-dire qu'il y a la même logique que pour Israël, qui n'a fait que des conquêtes de territoire depuis qu'elle existe, par des guerres préventives. Rappelez-vous d'ailleurs Kouchner, le devoir d'intervention humanitaire, le droit d'intervention humanitaire. Le médecin sans frontières. Oui, mais c'était déjà la même boutique. Donc c'est le devoir, le droit. Devoir d'ingérence. Le droit d'ingérence humanitaire qui finit en devoir d'ingérence militaire. Et c'est toujours aller casser la gueule à des pays du tiers-monde, à faire du néocolonialisme au nom de se protéger ou intervenir avant que. Et en fait, toute la logique qui est profondément biblique, hein, est une logique paranoïaque qui consiste à dire je sens de la haine chez cette personne et je l'attaque parce que je sens qu'il pourrait m'attaquer plus tard. Vous voyez ? Et là, on est dans une démarche, comment dire, de psychopathologie paranoïaque qui est devenue une idéologie dominante. Hein, la guerre préventive. Et là, nos dirigeants, alors que les Russes envoient tous les signaux pour dire qu'ils n'ont aucun besoin ni aucune intention d'envahir l'Europe occidentale, en fait, non seulement on fait tout pour les pousser à intervenir militairement pour réduire la pression des bases de l'OTAN à leurs frontières, mais en plus, quand ils sont obligés de faire le minimum, c'est-à-dire qu'a fait Poutine, qui a attendu quand même de 2014 à 2022 pour venir en aide à en réalité, ses concitoyens du Donbass qui étaient martyrisés, on dit, voilà, c'est Staline qui revient, Poutine veut reconstituer l'URSS et envahir l'Occident, alors que même à l'époque de la guerre froide, les grands spécialistes américains, comment dirais-je, de la CIA. J'ai vu une vidéo d'ailleurs récemment du témoignage d'un des créateurs de l'OSS qui avait 102 ans et qui a fait un mea culpa avant de mourir. Et il a dit toute notre paranoïa sur le fait que l'URSS voulait envahir l'Europe occidentale était fausse, due à cause de la folie des frères Dulles à l'époque. Et les Russes n'en ont jamais eu l'intention. Et cette paranoïa nous a poussé, avec d'énormes budgets d'argent inutiles, à sacrifier des tas et des de gens pour aller déstabiliser des pays. Et il dit notamment, si on n'était pas allé foutre en l'air Mossadegh en Iran, aujourd'hui l'Iran ne serait pas une théocratie chiite. Et on a exactement, alors qu'on a déjà le précédent historique pour le juger, on sait que Staline avait passé un pacte après la Deuxième Guerre mondiale de partage de l'Europe, et qu'il avait non seulement aucune intention d'aller au-delà du rideau de fer, mais que même il empêchait les partis communistes italiens et les Français de faire plus que de l'opposition politique à l'intérieur d'un régime libéral. Il a d'ailleurs, je rappelle que c'est l'URSS qui a sauvé De Gaulle
au moment de mai 68. J'ai un texte dans mon dernier livre qui l'explique, pour ça qu'il est allé à Baden-Baden voir Massu pour discuter directement avec les généraux russes qui étaient à Baden-Baden. Et je rappelle qu'à l'époque, c'est Moscou qui pilotait le Parti communiste français, et donc la classe ouvrière par la CGT, a ordonné de mettre un terme à mai 68 en chassant les étudiants trotskistes qu'on appelait les établis des usines, pour que le mouvement étudiant ne devienne pas un mouvement général de travailleurs. Et ça veut dire qu'à l'époque, non seulement l'URSS n'a pas profité de mai 68 pour faire une déstabilisation communiste, ça c'est la lecture des abrutis d'extrême droite, mais c'est l'URSS qui a sauvé De Gaulle en se servant du Parti communiste français. Pourquoi d'ailleurs? Parce que De Gaulle était l'emmerdeur du clan atlantiste, et que c'est d'ailleurs Staline qui avait favorisé le fait que De Gaulle soit dans le camp des vainqueurs à l'époque du partage des quatre, alors que c'était vraiment, c'est le génie de De Gaulle d'avoir réussi à obtenir ce bénéfice, alors que vraiment la guerre, on n'avait pas spécialement brillé. Mais il faut bien comprendre que c'est les Américains qui ont essayé de virer De Gaulle en 68, et que c'est les Soviétiques qui l'ont sauvé. Et ça, je vous garantis que tous les gens qui ont une profonde culture historique de l'époque et qu'on le recul et qu'on l'accès aux documents, c'est pour ça d'ailleurs que le général Massu n'a jamais dit pourquoi De Gaulle, en plein mai 68, était venu lui rendre visite à Baden-Baden, parce que c'était celui qui pouvait mettre directement en contact De Gaulle de façon très discrète avec les élites soviétiques. Et ça, c'est dans mon dernier livre, Plus contumeur, et c'est absolument validé par tous les gens qui ont un certain recul historique. Et c'est pour vous dire que aujourd'hui, nous vendre en 2025 le narratif que Poutine est le nouveau Staline qui veut envahir l'Europe occidentale, c'est pas seulement débile, c'est une escroquerie intégrale. Et ce qui est dramatique, bon, Macron est un psychopathe. Vendu par Glucksmann. Oui, mais c'est vendu aussi par la moitié des médias français. Et ça veut vous dire à quel point on est dans une période d'occupation, de délire. Et c'est pas un délire seulement qui consiste à piquer des places et à usurper des places, comme on le voit dans les médias et dans la culture depuis les années 80. À l'époque, on s'en plaignait déjà avec Jean Edernalier. C'est qu'aujourd'hui, ça nous pousse à la guerre, qui est une guerre par les jeux d'alliance, qui finit en guerre mondiale atomique. Hein, ça ne rigole pas. Harceler la Russie, je sais que la Russie est obligée de s'énerver comme elle l'a fait au Donbass, c'est jouer avec la Troisième Guerre mondiale, dont je rappelle les échelles de mort, 20 millions, 50 millions, on peut passer à 500 millions. Il y a des gens qui jouent à ça en ce moment. Hein, et d'ailleurs, on voit qu'ils ont un tropisme de fauteurs de guerre qui est assez classique et qui dure depuis, je dirais, presque la nuit des temps, parce que ces guerres, eux, ils ne les font jamais. Hein. Bernard Lévy n'ira pas mourir sur aucun front. Hein. Il a des habitations secondaires et des passeports qui lui permettent d'aller se planquer dans 3-4 endroits sur Terre. Hein. Voilà. Et ça mérite quand même qu'on s'insurge, ça mérite qu'on ait le courage, malgré le risque que ça fait courir, de le dire. Parce que ce n'est plus là un enjeu d'agacement sur des types qui phagocytent des budgets culturels pour faire de la merde, ce qui fait d'ailleurs que le cinéma français s'effondre, etc. Ça fait des années que je constate tout ça à travers l'avance sur recette et ces choses. Je rappelle d'ailleurs que Bernard Lévy s'était auto-attribué l'avance sur recette pour faire ce merveilleux film qui s'appelait Le jour et la nuit. Enfin, je veux dire, j'ai tous les dossiers. Hein. C'est qu'aujourd'hui, ces gens nous poussent à la Troisième Guerre mondiale. On ne peut plus se taire. Hein. Merci Alain. Vous avez évoqué la Russie. Ça nous donne l'occasion d'évoquer la prochaine parution des éditions Contre-Culture. Chers amis, chers auditeurs, vous le savez, hein, Égalité et Réconciliation n'est ni subventionné par les pouvoirs publics, ni sponsorisé par des coteries. En revanche, Alain Soral a créé une maison d'édition qui propose de se former par les livres. Je vous propose une brève coupure de pub pour vous présenter Les Contes de Russie de Tolstoï. Il fut un temps où l'on apprenait la vie non pas dans les manuels, mais dans les histoires. Ces récits simples, transmis au coin du feu, portaient plus de vérité que bien des traités modernes. Les contes de Russie de Léon Tolstoï, écrits à la fin du XIXe siècle, appartiennent à cette tradition populaire qui enseigne sans pontifier. Sous le voile du merveilleux, c'est tout un peuple qui parle. Sa sagesse, ses doutes, sa foi, ses rires. On y retrouve les voix du paysan, du moine, du voyageur, du simple d'esprit, et au fond, la voix de l'humanité tout entière. Tolstoï écrivait pour les enfants, mais pensait aux hommes. Il savait que le cœur de l'enfant n'est pas une page blanche, mais un terrain sacré, celui où se plante la graine du bien et du vrai. Ces contes sont faits pour nourrir cette graine. Ils enseignent la patience, le discernement, la charité, vertus simples mais fondatrices. Et surtout, il rappelle que le mal ne se détruit jamais par le mal, mais par la compréhension, par le pardon,
et par la vérité intérieure. À travers la figure du moujik, du filleul, de l'ermite, le lecteur découvre une sagesse patiente, héritée des siècles, où chaque geste de la vie ordinaire devient symbole de la condition humaine. Ces contes nous parlent d'humilité face au mystère du monde et de la force tranquille de ceux qui refusent le mensonge. Tolstoï y dépeint l'homme face à lui-même et c'est pourquoi ces récits, bien qu'écrits pour le peuple russe, parlent aujourd'hui à tous les peuples. Dans un monde saturé d'écrans et d'opinions, où la jeunesse peine à distinguer l'essentiel de l'éphémère, ces contes offrent une respiration. Ils rappellent à l'enfant qu'il n'est pas un consommateur, mais un être de raison, de sens, de destin, et à l'adulte qu'il n'a pas seulement le devoir d'instruire, mais celui, plus noble encore, d'éveiller. Transmettre ces récits, c'est renouer avec la chaîne des siècles, c'est faire entendre la parole d'une Russie paysanne, spirituelle, fraternelle, celle qui précède les idéologies et les machines. C'est rappeler que toute civilisation tient par ses contes, par les images qu'elle grave dans le cœur des enfants. Les contes de Russie sont un pont entre les âges, un héritage de foi et de bon sens, un appel à la douceur dans un monde de fer. À ceux qui croient encore qu'on peut instruire sans désenchanter, éveiller sans asservir, ce livre s'adresse comme une prière, non pas pour fuir le réel, mais pour mieux le comprendre et y demeurer humain. Pour ce nouveau volume de la collection L'Imaginaire européen, les éditions Contre-Culture ont demandé à Marie de créer non seulement une couverture, comme pour les volumes des précédentes Fables de La Fontaine, de la Divine Comédie de Dante, des Contes de Perrault, mais aussi 33 illustrations originales pour ces contes. Travail superbe pour ce livre de garde et cette collection placée sous le signe de la transmission. Une réaction, Pierre, Alain? Bah, ça fait partie de ces très beaux livres qu'on est capable de faire. C'est le livre de Noël, quoi. Oui. Ouais, bah, n'oublions pas quand même que voilà, on est éditeur et qu'on essaie de faire des livres de garde et qu'on essaie quand même, à une période où les gens lisent de moins en moins, ce qui est très inquiétant, d'offrir cette possibilité aux gens de renouer avec l'intelligence qui passe par le livre. Pierre est un écrivain, je suis aussi un écrivain, enfin un auteur. On écrit des livres et on vérifie que notre pensée est un peu structurée et qu'elle vaut la peine d'être transmise, en général, quand on passe de l'oral à l'écrit. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui parlent et peu de gens qui écrivent, parce que souvent, quand tu commences à noter ce que tu penses et à te relire, tu te rends compte parfois que ça vaut peut-être pas la peine d'aller réveiller les gens et qu'il vaut peut-être mieux se taire. Pierre? Publier des livres, c'est l'un des plus beaux métiers du monde, avec la médecine, je pense, parce que c'est de transmettre le savoir. Le souci aujourd'hui, et Alain est bien placé pour le savoir, c'est que le nombre de librairies a été divisé par 3 ou 4, je pense, en l'espace de 20 ans. Et qui plus est, on est passé, depuis 1976, on est passé de l'ère de l'écrit, d'une civilisation de l'écrit, à l'ère de l'image. Et donc, là, on le voit, c'est vraiment très très net. Et Dieu merci, donc, lors de la conférence avec Youssef Indy, organisée par ER à Nancy, on a quand même vu que, Dieu merci, il y a encore des personnes en France qui tiennent au livre. Mais je ne sais pas combien de temps ça va tenir. Et le rôle, justement, enfin notre rôle en tant qu'écrivain, c'est justement de faire venir grâce à nos vidéos, grâce à nos émissions, à faire venir des jeunes. Et on les voit justement dans les dédicaces et les conférences. En fait, le but de ces performances orales, dont on me reproche souvent d'ailleurs qu'elles sont parfois un peu emphatiques, c'est d'amener au livre. Moi, ma crédibilité, c'est parce que je dis lisez comprendre l'Empire, lisez comprendre l'époque, lisez vers la féminisation, même si je peux déraper un peu parfois et me faire plaisir, et on peut me le reprocher. Le but, c'est d'amener au livre. Je rappelle que quand même, on a des points communs avec mon camarade Pierre Jovanovic, c'est qu'il est auteur et éditeur. On est tous les deux auteurs et éditeurs. Et en fait, quand on sépare les purs youtubeurs de ceux qui sont youtubeurs, certes, mais aussi auteurs et éditeurs, il reste plus grand monde. Il reste notamment Pierre et moi.
En fait, oui, c'est très intéressant. C'est-à-dire que si on passe au tamis la période YouTube, hein, avec l'arrivée YouTube, donc bon, je me souviens, il y a 10 ans, on nous parlait d'influenceurs avec 15 millions de vues, d'abonnés, je sais pas quoi, etc. En fait, tous ces gens ont quasiment tous disparu. C'est étonnant, mais parce qu'ils n'avaient pas le socle intellectuel, je n'aime pas le terme, mais ils n'avaient pas le socle du livre. C'est-à-dire qu'un livre nous impose, à nous, auteurs, d'être vraiment carré. Hein, sinon, on ne serait pas là. Parce que moi, je rappelle à tous nos spectateurs, c'est pas nous qui décidons de faire un best-seller, c'est le public qui crée le best-seller. Voilà. Et c'est le public qui plébiscite justement un auteur. Que ce soit Zemmour d'ailleurs, ou Alain, moi, ou Youssef Indy, et d'autres, hein, ou que ce soit même des romans policiers ou d'espionnage. Mais ce qui est inquiétant, c'est la baisse du nombre de librairies. Et d'ailleurs, on a vu récemment, alors je fais une parenthèse là-dessus, que Rachida Dati a supprimé 500 000 euros de subventions à, je ne sais pas combien, une quinzaine de librairies à Paris. Alors, c'est quand même assez extraordinaire. Et donc, on comprend pourquoi il y a une telle censure Et je de la rappelle part de qu'elle toutes ces est librairies. ministre de la Culture. Tiens, sujet, l'humiliation des Français. Ça Oui, fait des années dans chaque gouvernement que le ministre de la Culture français est une femme étrangère au nom imprononçable et qui n'a aucun lien absolument. sérieux avec le patrimoine culturel français. Hein, ce qu'on pourrait normalement appeler le ministère des Beaux-Arts. Parce que le ministère de la Culture, c'est déjà un truc soviétique en réalité, si on réfléchit bien. C'est-à-dire qu'il y a une culture d'État et un ministère de la culture d'État. C'est ce qu'on reprochait aux pays totalitaires. Normalement, il doit y avoir un ministère des Beaux-Arts qui font en fait de la conservation de patrimoine artistique d'une certaine manière. Parce qu'on Oui, on ne sait ou pas des ce qu'est. musées, tout ce qui est Oui, culturel, mais les musées, la les églises. muséologie, c'est on sait qu'une œuvre d'art mérite d'être transmise au public parce qu'elle a une durée dans le temps et que cette durée a montré elle méritait de passer l'épreuve du temps. Alors que l'art immédiat, ce qu'on appelle aujourd'hui l'art contemporain, on ne peut pas savoir ce que ça vaut. On saura ce que ça vaut dans 50 ans et on sait qu'il n'en restera pas grand-chose. Donc normalement, un ministère de la Culture est un contresens. Normalement, ça doit être un ministère des Beaux-Arts et ça doit être un travail muséologique. C'est-à-dire de conserver les œuvres. Et en fait, conserver les œuvres, ça veut dire que on sait que Verlaine est un grand poète. Mais aujourd'hui, je sais pas, les petites subventions de copinage qui sont données à des types qui prétendent faire, je sais pas trop quoi, des lettres modernes, on n'a aucun recul pour savoir si c'est bon ou pas. Donc cet argent ne doit pas être mis là comme à un moment donné on a fait les 1%, tu sais, où il y avait l'obligation de consacrer 1% à des œuvres d'art. Ça faisait que du copinage avec des rétrocommissions et des escroqueries. Et c'est pour ça qu'on a des merdes, tu sais, plantées dans chaque rond-point de Patelin. Maintenant, tu sais, une espèce de merde au milieu du rond-point. Tu dis, comment ça se fait que cette merde est là? Mais cette merde, elle a coûté 200 000 euros à la mairie et te garantit que l'artiste, c'est un copain de tel qui a couché avec tel mec. Et puis derrière, c'est que de la rétrocommission, du copinage et de l'argent mal dépensé. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça fait ricaner les gens, mais ça fait les ricaner, sauf quand ils savent le prix que ça coûte. Parce que, à la limite, l'escroquerie de l'art contemporain, c'est rigolo, mais le problème, c'est l'argent qui est vilipendé. Et ça, tout ça a été mis en place comme par hasard par Jacques Lang, à l'époque où effectivement ce ministère, qui était avant un ministère relativement de la culture française au sens muséologique, est devenu une arme de soft power socialiste. N'oublions pas ça. Hein. C'est très important. Et pour revenir au livre, je rappelle que là, nous sommes en train de sortir de ce qu'on appelle l'épopée Gutenberg, puisque la grande bascule, je dirais, du Moyen-Âge, qui est une période intéressante, à la Renaissance, qui est un retour au logos grec et à une intelligence rationnelle, ça correspond aussi à l'invention de l'imprimerie et de la circulation populaire des livres. Hein. Gutenberg. Tout ça, c'est une immense épopée qui participe du génie européen ou du génie occidental et qui est consubstantielle au génie occidental. On est en train de sortir de l'épopée Gutenberg par TikTok et Instagram. Hein. C'est la civilisation de l'image. Hein. Oui, c'est mais vraiment ça. et attention, de l'image, c'est pas un documentaire d'1h30 sur Arte qui permet d'accéder à un sujet. C'est des espèces de petites vidéos en boucle de quelques secondes qui nous montrent une meuf qui monte ses fesses, un type qui donne un coup de pied dans un ballon, enfin je sais pas, qui est une entreprise qui détruit la capacité de concentration et la volonté de compréhension. C'est vraiment, d'ailleurs, c'est chinois, TikTok, et j'ai l'impression que TikTok, c'est pour les Occidentaux, et je crois que TikTok, c'est relativement, les enfants chinois en sont relativement protégés. Donc c'est une arme de géopolitique, hein, à mon avis. Et moi, je vois que j'arrive pas à fonctionner sur TikTok et Instagram. La constitution de mon cerveau me fait que ça me rebute, et je vois que tous les gamins, et pas que les gamins, sont en permanence sur ce genre de trucs.
ça entraîne nécessairement un effondrement de l'intelligence critique, de la capacité d'apprentissage et de la capacité de mémorisation d'une jeunesse qui est la jeunesse d'Occident. Et je crois que c'est ça peut être là, ça pourrait être intéressant de parler de ça quand certains veulent parler du génie blanc ou de sauver, tu sais, de sauver la, je sais pas quoi, la race blanche. Pardon, mais attends, là je referme un tiroir parce qu'il est resté ouvert. Je rappelle que le lobby juif américain a fait en sorte de prendre le contrôle de TikTok aux États-Unis. Alors ils ont pris le contrôle il y a à peu près 3 semaines, et tous les contenus qui touchaient de près ou de loin à Gaza, y compris des images de ce qui se passait réellement là-bas, ont été littéralement supprimés. Hein, voilà. Donc là aussi, on voit une empreinte nouvelle, c'est-à-dire que les gens en Israël sont en avance, mais ils ont parfaitement compris ce que tu viens de dire, et c'est pour ça qu'ils ont décidé de prendre le contrôle de TikTok. Hein, voilà. Il y a d'ailleurs, si je peux rebondir sur Gaza, parce que c'est Michael Jones qui nous expliquait ça il y a quelques jours, d'ailleurs sur une interview qu'on a relayée sur le site, et il disait que quand les Israéliens ont pris le contrôle de la Cisjordanie, la première chose qu'ils ont fait, c'est de faire déferler et d'offrir au peuple gazaoui de la pornographie. I published this book, came out in 2003. 1 year later, I had vindication, exact vindication from Israel. When the IDF pulled into Ramallah, the first thing they did was take over the Palestinian TV stations and broadcast pornography over these TV stations. Je ne sais pas si tu vois l'intelligence perverse que ça implique. Hein, la destruction de la capacité de sublimation, de réflexion, de combat par la pornographie. Et ça, on peut en parler aussi. Ces contenus TikTok avec le phénomène OnlyFans s'emboîtent parfaitement. C'est que non seulement c'est des images... Le patron d'OnlyFans finance l'armée israélienne, hein, je rappelle. Oui, je te dis... Comme beaucoup de patrons d'ailleurs de chaînes de porno, machin. Je te dis, etc. le problème que j'ai dit depuis longtemps, c'est que quand on cherche, on trouve. Et c'est ça qui est sidérant, c'est qu'à un moment donné, tu cherches, tu trouves, et là, tu as 2 chemins. Tu te tais parce que tu comprends que sinon tu risques de te mettre en risque, ou tu as le courage, effectivement, de raconter ce que tu as vu. Mais ce que nous avons vu, tout le monde l'a vu. C'est ça que je voudrais dire. La différence, c'est ceux qui ont le courage et l'honnêteté de le dire, et ceux qui préfèrent se taire, ou même de négocier leur silence avec la puissance dominante. Et là on a vu à quel point la presse française s'est couchée avec Gaza. On a déjà parlé ensemble il y a quelque temps. Le conflit à Gaza a été une déflagration littéralement dans le milieu médiatique et politique aussi, mais surtout médiatique français, dans le sens où on a vu où tout le monde se positionnait. Hein, on a vu ceux qui ont peur, hein, on a vu bien entendu tous les sionistes hein, qui défendaient effectivement le génocide, et puis on a vu quelques-uns qui ont osé défendre les Palestiniens. Et ceux-là, ils ont vu la foudre leur tomber dessus, hein, par le biais de Caroline Yadan, par le biais de tous ces gens du CRIF. C'est absolument scandaleux. Madame Pina qui poste... Elle est folle. Non, mais elle est folle. Eh ben je suis poursuivi en Suisse par Madame Pina, il faut le savoir. Mais pourquoi ? Parce que j'ai un jour commenté un tweet où elle disait, tu sais, que les enfants palestiniens, quand ils mouraient, c'était pas pareil quand c'est des enfants juifs. Oui, je me souviens de ça. Oui. Céline Pina. Ceci étant, il y a sans doute de la pédagogie à faire sur le fait que le crime contre l'humanité, le crime de guerre, c'est pas une question de degré, c'est une question de nature. Autrement dit, une bombe qui explose et qui va détruire et qui va faire des dégâts collatéraux tuera sans doute des enfants. Mais ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression qu'en face d'eux, l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre. Eh ben moi j'ai dit, j'ai posté un commentaire parmi des centaines d'autres qui était, on est vraiment chez les fous, il est temps de mettre ces gens-là hors d'état de nuire. Eh ben elle me poursuit au tribunal suisse pour provocation au crime et à la haine. C'est dans le dossier qui me vaut d'être au tribunal en Suisse en ce moment. Madame Pina. Hein, elle a honte de rien. Elle a honte de rien. Non, mais je vous dis, ces gens-là sont en train de passer en force. C'est même pas honte, c'est que non seulement ils produisent un génocide en Palestine, mais ils le produisent au nom de valeurs religieuses qui nous disent bien qu'ils sont le peuple de la lumière et que les autres sont des sous-hommes. We are the people of the light, they are the people of darkness, and light shall triumph over darkness. In joint forces and a profound belief in our justness, a profound belief in the eternity of the Jewish people, we shall realize the prophecy of Isaiah. Mais ils menacent de procès
il menace de procès dans les nations soi-disant républicaines et laïques d'Europe. Il menace de procès systématiquement quiconque montre du doigt qu'on est passé dans la folie meurtrière. C'est-à-dire que c'est vraiment une stratégie. C'est à partir du 7 octobre, se sont enclenchés par l'Organisation juive européenne et des associations comme ça, qui ont 50 avocats bénévoles en permanence à leur service, des persécutions par des plaintes, parce qu'en fait, on n'a pas cet instinct, nous, de porter plainte chaque fois qu'on est menacé de mort sur X ou insulté. Et eux, ils font un travail systématique, qui est un travail d'intimidation et de terreur de quiconque ose commenter ou critiquer le génocide qu'ils sont en train de faire. Et tout ça, a été monté en même temps. C'est successif au 7 octobre. C'est-à-dire qu'à partir du 7 octobre, qu'ils ont vu venir, c'est un peu du Pearl Harbor, ils ont décidé de finir de nettoyer Gaza en attendant de s'occuper vraiment de la Cisjordanie. Et ils ont mis en place un appareil de persécution par les voies, malheureusement, juridiques et judiciaires, totalement traîtres des nations occidentales. Ils ont mis en place un processus comme un rouleau compresseur pour faire que les gens se taisent, tout simplement. Parce que les gens n'ont pas envie de se retrouver au tribunal, je veux dire, et de payer des avocats, etc. Et eux, ils ont des colossaux moyens d'argent pour pouvoir pratiquer cette terreur et cette loi du silence. Tous les gens qu'on voit à la télé, c'est des avocats. Golnadel, c'est un avocat. En s'appuyant sur dégueulasse sur les tribunaux de la République. C'est ça qui est dégueulasse, c'est que moi je suis condamné au nom du peuple français par la justice républicaine. Alors qu'en réalité, ce sont aujourd'hui ouvertement des tribunaux talmudiques. C'est clair et net. Et c'est ça qu'il faut oser dire maintenant, parce que moi je dis, ça fait 20 ans que je me fais massacrer, et je pense qu'il est temps maintenant d'oser sortir passer à ce que j'appelle une défense de rupture. C'est-à-dire dire au tribunal ce que je suis en train de vous dire, pas un avocat qui vous tient la main en disant mon client a dérapé, ses paroles ont dépassé sa pensée, il regrette. C'est ça qu'on vous conseille en général. Oui, pardon, je me couche. Hein, voilà, oui, bien sûr, oui. Et ça, il faut que ça cesse, parce que de toute façon, ça ne mène à rien. Ça mène à mourir lentement. Je pense qu'il vaut mieux mourir spectaculairement. Non, mais c'est des humiliations permanentes. Mais que ce soit de ce côté-là ou du côté du gouvernement français, moi je dis aux Français, je vous aime parce que vous êtes vraiment courageux de résister à toute cette haine qui vous tombe dessus, à tout ce mépris. D'un côté, le contrôle des médias par les sionistes, et de l'autre côté, toutes les taxes qui vous tombent dessus. Alors, tiens, j'ai quand même préparé une liste. Alors, le budget, ils sont en train de le rediscuter, mais c'est pour vraiment vous donner une idée. Alors, suppression de l'abattement de 10% sur les retraites. Donc déjà, les retraités, ils vont passer à la casserole. Suppression de la réduction d'impôts pour frais de scolarité. Gel de l'indemnité journalière des aidants. Voilà. Gel de l'ensemble des prestations sociales. Ce qui, compte tenu de l'inflation, en fait, équivaut à une baisse. Augmentation de la TVA sur les entrepreneurs et les artisans. Alors attention, doublement des franchises sur les médicaments, les transports médicaux et des soins. Fiscalisation des indemnités journalières pour affection de longue durée à partir de 2 000 €. Baisse de la suppression des APL pour les étudiants, certains étudiants. Fin des exemptions de cotisation pour les apprentis. Alors voilà, ça, 70 000 apprentis, 70 000 jeunes ne trouveront plus de travail et 70 000 autres seront licenciés dans les semaines et les mois qui viennent. Fin de l'aide au permis de conduire pour ces mêmes apprentis. Voilà. Baisse de 5 milliards de la dotation aux collectivités locales, j'en passe et des meilleurs. Mais c'est absolument gravissime, parce que c'est une destruction en règle du moral des Français. Et moi je discute avec des commerçants, ils me disent que depuis le discours de Macron, leur chiffre d'affaires a baissé de entre 10 et 20%. Je ne sais pas si vous avez observé ça, la même chose en Suisse. Non, peut-être pas forcément, mais ces bruits de bottes, ces bruits de guerre, en général, ça n'affecte... Déjà, l'économie, elle n'était pas terrible, mais alors là, Macron, félicitons-le, parce qu'en fait, on a vraiment l'impression que la seule chose à laquelle il s'attelle, c'est à la destruction totale du pays. Et moi, je l'avais annoncé il y a longtemps, 6 mois avant son élection. Littéralement, on y est. Nous, on avait fait, d'ailleurs, plus que ça, on avait douté de la réalité de son élection. D'ailleurs, oui. On travaille depuis longtemps sur le dossier
sur le dossier Macron-Brigitte, il y a quand même des choses très très louches. Mais moi, j'ai toujours dit que ce type n'a jamais été élu. Il nous a été imposé avec un calendrier qui est un calendrier qu'on peut appeler un calendrier de liquidation terminale de la France. Et on voit d'ailleurs que ce travail ne le fait pas qu'en France. Il le fait aussi sur quelque chose qui est, je dirais, le résidu de notre empire colonial, notamment. Il a aidé à nous faire chasser d'Afrique, alors qu'on avait encore une certaine présence en Afrique. C'est-à-dire que quand on regarde son bilan, soit le bilan est catastrophique, soit le bilan est volontaire. Ça a commencé avec Sarkozy. Hein. Ça a commencé avec Sarkozy. Oui, hein. On en avait parlé récemment. Sarkozy qui vient d'écrire un livre parce qu'il a fait 19 jours de prison sur les 5 ans qui lui étaient promis. Le type, il n'est pas sorti de cellule qu'il a déjà édité un livre où il se prend pour le comte de Monte Cristo. Enfin, on est quand même aussi aujourd'hui dans du ridicule systématique. Lui, c'est le comte de Monte Carlo plutôt. Ouais. Non, mais ces gens n'ont même plus conscience de ce que c'est que le ridicule, parce qu'il faut oser quand même. Hein. Il faut oser. Oui, il fallait oser, oui, c'est clair. Et rappelons que Sarkozy aujourd'hui qui avait quand même des supporters pour dire qu'on avait abusivement mis en prison le meilleur président de je sais pas trop quelle période d'ailleurs, parce que c'est le meilleur de je sais pas quoi. Le type nous a trahis sur le référendum de 2005, nous a trahis sur alors qu'il se prétendait gaulliste de tradition, réintroduction dans l'OTAN, alors que De Gaulle était sorti, la vente des tonnes d'or pour soutenir le dollar, qui nous font perdre des milliards et des milliards compte tenu de ce que vaut l'or aujourd'hui. Mais surtout, il l'a vendu au cours le plus bas. C'est ça qui est effrayant. Bien sûr, oui. Non, mais, et puis, tu imagines bien que derrière, il y a de la rétrocommission. Il a retiré, je crois, de la Constitution la haute trahison. La haute trahison. Non, il a tout préparé. En fait, exactement. Voilà. C'est-à-dire que pour faire tout ce qu'il avait à faire... Et il se présentait, rappelons-nous, comme Sarkozy l'américain. Et il faisait de la course à pied, tu sais, avec un t-shirt de la police new-yorkaise. C'était la police new-yorkaise, NUPD. Voilà. Donc, le problème, c'est que on nous a imposé tout ça en France, étape par étape, tu sais, comme l'eau chaude. Alors, ce qui est intéressant, attends, on referme un tiroir, parce que moi je me souviens de la femme de Sarkozy, la première, qui disait qu'elle détestait les Français. Et elle était fière de ne pas avoir une goutte de sang français, c'est sa phrase. Voilà. Et je pense que c'est la même chose. Elle vient de juifs espagnols, la famille Albéniz, qui d'ailleurs est un grand musicien, on s'en fout. Elle était fière de ne pas avoir... Elle était première dame, ce qui n'existe pas, mais on appelle ça comme ça. Elle était première dame, femme du président de la République française, et elle déclarait publiquement qu'elle était fière de ne pas avoir une goutte de sang français. Ça veut dire c'est marrant à quel point ces gens détestent les Français, c'est quand même extraordinaire, parce que c'est également le cas de Macron. Mais rappelez-vous de Hollande. Hein, c'est lui qui a sorti cette expression, les sans-dents. C'est tellement horrible, méprisant. Et en plus dit avec une morgue. Chirac, lui, il aimait les gens. Il rencontrait quelqu'un, 3 ans, 4 ans plus tard, il le recroisait dans un aéroport, il se souvenait de son nom. Il aimait vraiment les Français. C'était le dernier grand président. Oui, il y avait encore ça, mais ça masquait quand même pas mal d'autres choses. Mais certes, mais par rapport à aujourd'hui... Par rapport à ce qu'on a eu depuis, c'est moins terrible. Et n'oublie pas qu'aujourd'hui, il y a quand même un homme politique qui prétend renouer avec tout ce qui a disparu et tout ce dont on a la nostalgie. Et un type qui prétend qu'il va y revenir à ce dont on a la nostalgie. Et je rappelle que ce type s'appelle Éric Zemmour. C'est pour ça qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Tu vois, c'est-à-dire que la seule offre qu'on nous fait pour revenir à quelque chose qui est de l'ordre du néo-gaullisme, c'est quand même un juif maghrébin qui fait allégeance totale à l'État d'Israël et qui passe son temps à nous dire qu'il faut faire la guerre aux maghrébins musulmans, hein, c'est-à-dire à ses Non, mais ils veulent la guerre civile. Là, ils veulent vraiment la guerre civile. En fait, ils s'emploient vraiment. Il y a notamment cette fameuse liste. Ça fait tout un tas des dizaines de milliers de posts sur X. Moi, je trouve ça absolument, vraiment scandaleux. Et il y a un autre scandale, puisqu'on en parle, c'est qu'on a découvert récemment que tous les téléphones, enfin pas tous, mais un certain nombre de téléphones Samsung, en fait, ont dans leur mémoire interne des logiciels espions israéliens. Bon, donc, cette manie de l'espionnite, en fait, ils ont toujours un temps d'avance sur... Tiens, permets-moi juste de faire une parenthèse. Netanyahou avait dit, et bien entendu tous les ministres, 7 octobre, on n'était pas au courant, on a été surpris, patati patata. Ok,
Mais l'histoire des pagers, ça faisait en fait des années qu'ils étaient au courant de la totalité de leurs échanges. Netanyahou, en fait, on l'a appris par Haaretz, et il a appuyé sur le bouton quand il a appris que les Palestiniens étaient en train, le Hamas était en train de découvrir que certains trucs avaient déjà explosé. Et c'est pour ça qu'il les a fait tous exploser. Et regardez C'est le bien. Hezbollah, hein, c'est le Hezbollah. Oui, le Hezbollah. Le Hezbollah. Pardon, le Hezbollah. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils se foutaient totalement de savoir si la personne était dans un supermarché. C'est un crime de guerre. Mais c'est épouvantable. C'est comme hier, ils ont bombardé un immeuble à Beyrouth, juste pour tuer un mec. Il y a quand même 23 blessés. Et voilà, c'est tout l'immeuble qui part en vrille. Mais ils s'en foutent totalement. C'est un mépris total. Ces gens-là haïssent le monde. Je parle des sionistes. Hein, je ne mets pas tout le monde dans le même bain. Mais ce sont des malades mentaux. À l'image d'ailleurs de Yahvé. Ce qui est incroyable, c'est leur impunité. Ce qui est incroyable, c'est leur impunité totale. Parce qu'à la limite, qu'il y ait des dingues. Moi, je rappelle qu'à un moment donné, il y a eu un type en Allemagne qui a dit « Nous sommes le peuple élu », dans la race des seigneurs, mais c'est un peu pareil. Et la terre nous est promise, on va envahir la Pologne et on va réduire en esclavage les Slaves russes. Oui. À un moment donné, on a dit halte là, il y a eu un procès qui s'appelle Nuremberg, et on a dit qu'il n'était pas acceptable dans le monde moderne que quelqu'un prétendre que Dieu lui avait donné une mission qui lui permettait de faire une catégorie surhomme, sous-homme, tu vois, et de franchir des frontières illégalement et comment dirais-je, de coloniser. C'est en fait, c'est le constat, le résultat de Nuremberg qui a imprimé ce que est le droit international et la morale internationale depuis 1945. Mais ce qui est dingue, c'est que les sionistes ont cru que c'était la disqualification de la race des seigneurs pour laisser libre champ, tu sais, au peuple élu. Alors qu'en réalité, la condamnation de Nuremberg sur Hitler, elle vaut aussi pour ce que fait Netanyahou en ce moment. C'est des lois qui ont valeur universelle par définition. Or, aujourd'hui, l'interprétation, c'est qu'on doit toujours soutenir les Juifs au nom de la Shoah et dire que le diable, c'est Hitler, mais on a absolument obligation de ne rien toucher à Netanyahou et à la purification ethnique et au génocide. Et ça, à un moment donné, il y a un problème du droit international, au-delà même du bon sens et de la logique, c'est que Nuremberg n'a pas mis Hitler sur la touche pour laisser le champ libre au suprémacisme théologico-racial juif. C'est que normalement, ils sont impactés aussi par Nuremberg et les conclusions de Nuremberg. Et ça, à un moment donné, ça va forcément arriver sur la table, parce qu'on est quand même dans une période mondialisée où les lois valent les mêmes pour tous. Et je rappelle que normalement, à un moment donné, au nom de ces mêmes lois et mêmes valeurs universelles, on a dit stop à l'Afrique du Sud. Il a fallu arrêter l'apartheid et il a fallu que les dirigeants eux-mêmes de l'Afrique du Sud liés à cette épopée des Afrikaners aillent sortir Mandela de prison pour avoir le droit de continuer à exister à travers un État arc-en-ciel. Moi, je rappelle, je rappelle que pendant 20 ans à l'ONU, chaque fois qu'il y avait des votes sur l'Afrique du Sud, les pays Israël qui votaient... Oui. Exactement, oui. Israël votait pour. C'est incroyable. Oui, parce qu'ils avaient des liens. Ils avaient des liens assez profonds. Mais normalement, la situation aujourd'hui, c'est que normalement, pour que comment dirais-je, l'humanité et les instances mondialistes règlent la question israélo-palestinienne, on devrait exiger des Israéliens qu'ils aillent chercher au fond d'une prison le Mandela palestinien pour lui donner la présidence de l'Israël-Palestine, qui serait un État multiconfessionnel et multiethnique. C'est ça la seule solution. Or, aujourd'hui, on voit que dans un silence gêné ou par du militantisme hystérique comme ce que je subis en ce moment, on va dans une direction totalement haute qui est que l'humanité entière accepte le double standard qui fait qu'on n'a pas le droit d'être nazi, mais qu'on peut être nazi-sioniste, tu vois. יש יהודו-נאצים. זה מזעזע אותך? זה לא מזעזע אותי כלל, אני קובע עובדה. אני הגבהתי את קולי רק מפני שיש בני אדם שאינם יודעים את הדבר הזה, ולכן צריך להשמיע את זה באוזניהם בקול רם. שיש יהודו-נאצים. Et ils essayent de nous faire accepter ce double standard. Parce que pourquoi ? Parce qu'ils vous disent en gros, il faut que vous compreniez que nous sommes le peuple élu, que Dieu nous a choisis et que vous acceptiez universellement. Et ta sœur. Oui. À quel moment cette mauvaise plaisanterie va cesser ? Et à un moment donné, c'est soit on les remet à leur place, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils rejoignent l'humanité, c'est ça que ça veut dire, réintégrer l'humanité, ou alors eux pensent que réellement, c'est ce qu'ils appellent l'attente du Mashiach, c'est que leur Messie va descendre sur Terre pour bien valider que ce qu'ils font aujourd'hui à Gaza est voulu par Dieu, qui est le Dieu universel qui les a choisis, et qu'il faut que nous nous soumettions
à ce double standard qui fait que voilà, ils sont des surhommes et que nous sommes tous des sous-hommes, ça veut dire des goïs. Voilà. Et ça, je pose la question, comment ces gens-là peuvent-ils penser que ça va advenir? Ça va très mal finir pour eux, c'est une évidence. C'est là qu'il va falloir se souvenir qu'on est des chrétiens. Il va falloir bien séparer le bon grain de l'ivraie pour ne pas mettre, comment dirais-je, sur le dos de tous ce que j'appelle les juifs du quotidien, ce qui est en train de se passer en ce moment, parce que là, on est à la veille, en réalité, d'une énorme colère mondiale. C'est pas une colère allemande ou polonaise ou cosaque. On est à la veille d'une énorme colère mondiale sur ce que sont les juifs et le judaïsme à cause de la politique extrémiste de Netanyahou. Oui, parce qu'en plus, ils vont tous, je veux dire, ils sont pas tous sionistes, hein, c'est vraiment une infime minorité. Oui, mais n'empêche que quand la colère déferle, la nuance n'y est plus. Et le vrai danger, c'est ça. Le vrai danger, c'est ça pour demain. Il faudra se rappeler qu'on est chrétien, tu vois. Ouais. Parce que ce qui est c'est la raison pour laquelle le Mossad et le gouvernement a mis chaque année des centaines de millions de dollars pour contrôler tous les médias dont ils ont besoin dans le monde occidental. C'est sûr qu'au Japon, ils s'en foutent complètement de prendre le contrôle d'Association. Non, mais ça ne suffit plus. On voit bien qu'ils sont. Voilà. Le martyr des Palestiniens de Gaza a permis de faire quand même péter des barrières où, malgré la puissance d'argent et de corruption du lobby sioniste international, ça ne marche plus, puisque là, on pourrait en parler. Aux États-Unis, ça pose de gros problèmes, notamment sur le traditionnel soutien de la droite républicaine à Israël. C'est en train de craquer. Israel has lost the unconditional support of the American public. And they only have themselves to blame. It's because of their actions. Contrary to what the lunatic Zionists say, it's not because of the Muslim Brotherhood, it's not because of Qatar, it's not because of the Marxist Islamic left. It's because of them. It's because Americans got tired of seeing the brutality of Israel in Gaza. They got tired of the hypocrisy. They got tired of seeing the Israel first narcissism, smugness, arrogance, and hypocrisy also of people like Ben Shapiro. Et cette bascule, elle est très importante et fondamentale. C'est le moment, on a déjà une gauche américaine qui est pro-palestinienne par antiracisme. Et ça, bon, bah, c'est la ligne Soros, c'est des gentils gauchistes, c'est pas méchant. Mais on a par ailleurs toute une droite MAGA de jeunesse patriote et virile qui est en train de lâcher Israël à cause de Gaza. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une convergence objective entre la gauche Soros mondialiste et la droite patriote américaine qui devient non plus Netanyahou mais anti-Netanyahou. Et cette convergence fait très peur à la puissance sioniste. Elle lui a fait tellement peur que celui qui était en train de basculer et qui incarnait cette bascule, qui était Charlie Kirk, s'est vu quand même éliminé violemment, publiquement, dans une cérémonie, je dirais, de châtiment, parce que c'est pareil, c'est une cérémonie, soit qu'on a assisté. C'était un mini 11 septembre. C'est l'élimination de Kennedy. On vous tue un mec en public, caméra, pour que le monde entier le voit, pour terroriser ceux qui ont compris qui avait appuyé sur le bouton. Tu vois, c'est ça que ça veut dire. On est dans un rituel sacrificiel de châtiment de quelqu'un qui a cessé d'obéir. C'est ça l'affaire Charlie Kirk. Jewish donors, they have a lot of explaining to do, a lot of decoupling to do, because Jewish donors have been the number one funding mechanism of radical, open border, neoliberal, quasi-Marxist policies, cultural institutions, and nonprofits. This is a beast created by secular Jews. And now it's coming for Jews, and they're like, what on earth happened? And it's not just the colleges. It's the nonprofits, it's the movies, it's Hollywood, it's all of it. C'est bien l'occasion donc d'enjamber l'Atlantique et puis peut-être d'évoquer ce divorce progressif qu'on trouve au sein des soutiens républicains à Trump entre la base MAGA et vous avez évoqué tout à l'heure Nick Fuentes en pointe. Alain, vous avez déjà parlé de lui. Pierre, on aimerait entendre aussi votre point de vue sur... J'ai parlé de Nick Fuentes tout à l'heure parce que c'est lui qui a expliqué que 95% du Congrès américain, 95%, je sais pas si c'est énorme, est contrôlé, enfin tous ces gens reçoivent des dons absolument colossaux d'Israël
via l'AIPAC. Et qu'en ce moment, il y a une révolte de la part des Américains. Alors il y avait Kirk, mais surtout il y a Candace Owens, il y a Fuentes. En fait, il y a toute une nouvelle génération qui est en train de monter aux États-Unis, qui disent ras-le-bol. Hein, c'est pas possible. Israël, d'ailleurs, il y a tellement de tweets en ce moment américains qui passent là-dessus, c'est-à-dire qu'en Israël, ils ont la sécurité sociale gratuite, les soins gratuits, etc., et ils n'ont pas besoin de travailler, alors qu'aux États-Unis, ils n'ont rien de tout ça. Et pendant ce temps-là, les entreprises et surtout le chômage, je pense que là, en l'espace depuis le début 25, aux États-Unis, il y a plus d'1 million d'emplois qui ont été supprimés. Donc la colère et la pauvreté montent, et avec leurs dettes, personne ne sait comment ils vont s'en sortir. Et Tucker Carlson, qui est, attention, parce que c'est lui quand même le plus regardé, Tucker Carlson a expliqué il y a 2-3 jours, il a pris d'abord, il a les mêmes positions sur Israël que Fuentes. Mais, voilà, mais il dit que les États-Unis vont vers la guerre civile. Donc c'est la même chose que dit, ce que dit Alain. Il faut même pas s'arrêter là. C'est que l'État d'Israël est un État parasite qui vit sur le dos de l'Amérique par des dons civils et militaires jamais remboursés, et cet argent qui est déversé sur Israël correspond aussi à la baisse de tous les budgets sociaux américains. C'est-à-dire qu'on peut faire un lien entre l'argent inutilement déversé sur Israël pour que le monde arabe et à la fin ça donne les BRICS deviennent l'ennemi des États-Unis. C'est-à-dire qu'en plus c'est contre tous les intérêts fondamentaux des Américains de subventionner la politique belliqueuse d'Israël au Moyen-Orient. Mearsheimer et Walt l'ont démontré dans un livre assez célèbre qui a d'ailleurs été traduit en France. Et on a donc aujourd'hui une colère, et d'ailleurs Nick Fuentes, qui est issu du peuple, le dit très bien. Il dit en Amérique, il n'y a pas d'argent pour le peuple parce que tout cet argent est déversé pour aider, comment dirais-je, le peuple israélien. In other words, the American taxpayer has no obligation to bail out the American people. The American government has no obligation to the American people. Americans are not entitled to live in America. But Israel is entitled to all of that. If you're an American and it's not comfortable for you in New York, hey man, get lost. Don't expect the American government to help you. But if you're a Jew in Israel and you're in trouble, well then America has to send you missiles and fight your wars and give you money. Really? Israel's healthcare is paid by America. Israel's defense is paid for by America. Israel's existence in the Middle East is guaranteed by America. The land quite literally was promised to them, and we are the guarantors of the promise. But Americans are not guaranteed their own country. Americans are not guaranteed their own city, their own town, by their government. Really? Et il dit c'est totalement obscène, et d'autant plus obscène que tout ça est le fruit d'une corruption. C'est-à-dire qu'en réalité, l'EPAC, c'est-à-dire la puissance sioniste, corrompt comment dirais-je, les congressistes américains, avec de l'argent qui vole aux États-Unis. Exactement. Non, mais c'est très malin, c'est très malin. Malin, c'est le mot, mais malin, ça veut dire diabolique. C'est-à-dire qu'ils redistribuent une petite partie pour la corruption d'une grosse somme que de toute façon ils volent aux Américains. Tu vois ce que je veux dire? C'est même pas de la corruption avec de l'argent à eux. C'est qu'en fait ils raquettent l'Amérique. Dans le livre 2008, justement, j'ai montré que notamment il y avait un milliardaire français du ciment qui se servait de Madoff, enfin des organisations juives en France, pour faire du blanchiment d'argent via Madoff à New York. Et en fait, Madoff récupérait tout cet argent. Donc il n'y a pas qu'aux États-Unis. En France également, l'argent est pris pour aller en Israël. Voilà. L'intérêt, c'est qu'en ce moment, on a un phénomène qui est le phénomène Zemmour, Rochdi. Lui qui fait une offre de service depuis des années, il est allé à peu près partout, en Syrie, dans le Donbass. Il s'est couché là, il s'est couché hier. Encore une fois, je ne dis pas ce qui doit être, je constate quelque chose. Je constate que les Juifs sont envoyés de plus en plus à leur identité occidentale, donc de la civilisation européenne et blanche, parce que ça veut dire à peu près la même chose. Je constate même que beaucoup de Juifs sont considérés comme des Juifs, comme des Blancs au carré maintenant, l'expression est de Golnadel, je crois.
Et je pense, pour aller encore plus loin, je pense que voilà, ça nous amènerait vraiment trop loin. Ça serait une vraie réflexion philosophique et historique sur le rapport des Juifs et des Européens. Mais je pense que les Juifs sont de plus en plus attachés à la civilisation occidentale à laquelle quand même ils appartiennent tendanciellement, et que de fait, eh bien, ça les met dans le camp des défenseurs d'une civilisation face à des gens qui haïssent l'Occident. Non, mais c'est plus que couché. C'est un type qui cherche un patron depuis des années. Il a été de tous les bords. Il a même été pro-syrien. Il a été pro-Donbass. Il a tout tenté. Et là, il se dit qu'il va peut-être réussir à finir chez Bolloré et à marcher derrière Zemmour. Ce que je voulais dire, c'est qu'au moment où une certaine jeunesse républicaine de droite patriote américaine bascule dans l'antisionisme, en France, on a le phénomène inverse, parce qu'on est toujours en retard d'une guerre, c'est le cas de le dire, et c'est pour ça qu'on la perd dans un premier temps, où on a le phénomène inverse, qui est le phénomène Zemmour, Bolloré, Rochdy, qui nous disent en gros qu'il faut absolument s'allier aujourd'hui avec Israël et marcher derrière Israël pour en gros relever la France, et qui donne d'ailleurs Bardella au sommet. Et donc ce qui est marrant, c'est que la France est en train de prendre un chemin totalement inverse de le chemin qui est en train de prendre, on va dire, ceux qui vont peser demain aux États-Unis. Et je rappelle que le vice-président Vance est converti au catholicisme, sa femme est indienne, et que quand il est allé en Palestine occupée, il y a quelques jours, là, quelques semaines, il n'est pas allé se prosterner devant le mur des lamentations, qui, je rappelle, est le mur d'une caserne romaine. Hein. La forteresse Antonia, oui. Oui, l'escroquerie est partout, tout le temps chez ces gens-là. Et il est allé, laisse-moi finir, il est allé se prosterner sur le tombeau du Christ. C'est un marqueur très important. Il est catholique. Et c'est un gros message. Oui, c'est un gros message parce que traditionnellement, les élites américaines de droite sont évangélistes, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle le judéo-chrétienne, c'est ça le judéo-christianisme, hein. Ça s'appelle le protestantisme chez nous, et pensent qu'il est le devoir d'un bon chrétien de soutenir inconditionnellement Israël parce que Jésus leur ordonne. Tu sais, c'est ça la croyance. Non, parce que quand Jésus va revenir, il reviendra en Israël. Voilà. Oui, mais ça c'est leur truc. C'est ces sectes, on va dire judéo-chrétiennes, qui effectivement, il ne faut pas oublier que derrière le lobby sioniste pur et la domination juive sur l'Amérique, qui est un petit pourcent très très riche, on a aussi toute une masse quand même d'évangélistes américains qui sont sionistes par christianisme. Et c'est assez difficile à comprendre pour nous qui sommes un pays catholique, parce qu'ils pensent effectivement que Jésus a un lien, notamment a un lien avec Israël et que Jésus leur ordonne de soutenir Israël. C'était les discours de Kirk il y a quelques années. C'était, tu sais, dans les campus américains de dire Jésus nous ordonne de soutenir inconditionnellement Israël. Christians who turn their back on Israel, it says in Genesis and in Romans, 1 Thessalonians, Paul said you will bless the Jews. If you bless Israel, you will be blessed. If you scorn Israel, you will be scorned. Et à partir de Gaza, il s'est dit non, le Christ ne peut pas vouloir ça. Il a commencé à réfléchir aussi à ses sponsors, aux manipulations, etc., jusqu'à un point de bascule où il a même refusé l'invitation de Netanyahou et l'argent qu'on lui promettait pour se taire ou continuer à mentir, parce que c'était quelque part un idiot qui devenait un peu moins bête, tu vois. Also, with respect to, you and I speculated about this at the Turning Point event, whether the possibility of Jeffrey Epstein possibly being a Mossad agent or asset or affiliated with, that's been turned around on me too, to you must be anti-Semitic. What the hell? That's such bullshit. The same people who say you can criticize Israel, that's fine, we won't call you anti-Semitic if you criticize Israel, now turn around immediately and say you're anti-Semitic for even raising that. I have less ability sometimes online to criticize the Israeli government without backlash than actual Israelis do. Mm-hmm. And that's really, really weird, isn't it, Megan? Et à un moment donné, et il a dit d'ailleurs, ces gens-là vont me tuer si je continue comme ça, il a mis quand même sa conscience devant ses intérêts, et il est mort. Voilà. Et d'ailleurs, il est remplacé aujourd'hui par qui essaye de reprendre son mouvement. Je crois que c'est un pro-sioniste d'ailleurs. C'est plus qu'un pro-sioniste, c'est Shapiro. Oui, voilà, Shapiro. C'est la totale des totales. Donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que en général, l'Amérique a toujours de l'avance sur nous, et c'est comme elle qui est la locomotive du sens de l'histoire occidentale. Et aujourd'hui, on a une France qui est totalement à rebours, qui nous dit en gros, faut déclarer la guerre aux musulmans et marcher derrière Israël, donc derrière Zemmour, Bolloré et même Bardella, mais j'y crois même pas à Bardella. Et j'aimerais qu'on évoque ce lien dont il parle dans son livre et dont vous parlez dans votre vidéo sur cette alliance entre les jeunesses juives et chrétiennes en France que Éric Zemmour a remarqué lors de la campagne de l'élection présidentielle de 2022. Et vous mettez une limite, vous dites peut-être en France, dans la bourgeoisie, mais en tout cas, ça ne sera pas aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Non, c'est une analyse sociologique que je fais et puis du monde des idées. Je constate effectivement que en France, la jeunesse juive et la jeunesse chrétienne, la jeunesse de droite, se rejoignent de plus en plus pour plein de raisons qu'on pourrait éventuellement citer juste après. Mais aux États-Unis, on constate l'inverse. On constate une droite américaine qui rejette de plus en plus le soutien américain à Israël et qui rejette de fait, du coup, beaucoup plus les Juifs. En tout cas, pour les Français, pour nos pauvres Français, hein, nos pauvres concitoyens, comme on dit, moi je rappelle que Emmanuel Macron veut continuer à nous humilier, hein, à vous humilier. Et j'ai gardé ça pour la fin parce que c'est quand même tellement révélateur. Je rappelle qu'ils ont voulu taxer les chèques restaurants. Ils ont voulu taxer les chèques cadeaux de Noël et même les chèques vacances, hein, que donnent les employeurs aux smicards. Voilà où on en est aujourd'hui. Hein. C'est quand même vraiment important de comprendre ça. Alors même si ça a été retiré du budget, le simple fait qu'ils aient voulu taxer les chèques cadeaux de Noël ou les tickets restaurants est absolument immonde. Mais c'est une volonté de la part de Macron et de Bercy d'humilier le peuple français. Voilà. Et puis aussi, ils cherchent de l'argent partout, parce qu'on va avoir un défaut sur la dette bientôt qui fait qu'on va passer sous le contrôle du FMI. Et l'avenir, on en parlait déjà tous les deux il y a des années, c'est l'avenir de la France, c'est la Grèce. C'est ça qu'ils veulent, hein, avec le dépeçage total des bijoux de la couronne. Parce que n'oublions pas que la logique de la dette est une logique en soi. On t'endette et on fait en sorte que tu ne puisses pas rembourser la dette. Mais c'est ce que veut Macron. Parce que la dette, c'est les garanties hypothécaires. Et quand tu ne peux pas rembourser la dette, on te saisit ta garantie hypothécaire. Et la garantie hypothécaire, c'est pas de l'argent fabriqué, de l'argent papier fabriqué, c'est du vrai. C'est des ports. C'est les châteaux, c'est les ports, les îles, comme en Grèce. C'est de la vraie production et c'est de la richesse réelle. C'est-à-dire qu'on te fait des prêts avec de la monnaie qui n'est pas de la richesse, qui est fictif, pour te mettre dans une dette remboursable, que tu rembourses avec réellement quelque chose qui correspond à du travail productif et à de la vraie richesse. C'est une escroquerie fondamentale. Ça s'appelle la logique de l'argent global. dette. C'est une escroquerie oui. absolument globale menée par le dollar américain, je le rappelle. Alain, Pierre, merci. Il nous merci. reste encore, hélas, d'autres aspects de cette descente à décliner. Hein. Donc, à bientôt, donc, chers auditeurs. Oui, on pourra refaire une émission, je pense. Il y a de quoi alimenter, parce que c'est chaque jour, c'est alimenté par de nouvelles absurdités, de nouvelles mises en danger, de nouvelles folies. Et le mot que je voudrais reprendre, qui est un mot que nos amis de géopolitique profonde, il faut cesser d'avoir peur. C'est très important. Il faut cesser d'avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Oui, il faut cesser d'avoir peur. Je vois que même un type comme Asselineau, qui est un type prudent, commence à oser. Le problème, c'est que je n'ai pas les mêmes soutiens que Zemmour, et ce que je propose n'a rien à voir avec Zemmour. Parce que Zemmour ne propose pas de sortir de l'UE, ni de l'euro, ni de l'OTAN. Zemmour propose de tout faire pour qu'il y ait une guerre civile en France, parce qu'il n'a aucune solution à part jeter de l'huile sur le feu, tous les jours jeter de l'huile sur le feu, pour qu'au bout du compte, les Français se disent finalement, la France est dans la même situation qu'Israël. Il le dit maintenant. Hein. Zemmour est un agent du Likoud. C'est tout. Voilà. Mais si on ne dit que la moitié des choses, on est compris par l'ennemi et on n'est pas bien compris par le public qui a toujours un coup de retard, et on se fait châtier comme si on avait tout dit, alors qu'en plus, on n'a pas dit. Donc autant tout dire, parce que de toute façon, le seul espoir aujourd'hui, c'est d'accélérer le calendrier pour produire la bascule, parce que seule la bascule pourra nous sauver. C'est-à-dire qu'à la limite, il faut en faire des tonnes. Contrairement à ce que les gens me disent, qui disent Alain, tu devrais être prudent, tu en dis trop. Il faut rentrer dedans. Voilà, il faut rentrer dedans. Défense de rupture, pas défense de connivence, parce que sinon, on accumule les défaites et l'ennemi est de plus en plus violent. Et d'ailleurs, il est inquiet de l'avenir lui aussi, donc il est d'une cruauté de plus en plus exacerbée. Et le seul espoir qu'on s'en sorte, c'est la bascule, c'est-à-dire qu'on finisse par gagner. Et pour gagner, il faut combattre. Voilà. Et il est temps de cesser d'avoir peur, il est temps d'être courageux et de nommer les choses. Hein. Voilà. Sinon, on peut faire autre chose. On peut faire un pas de côté, écrire des poèmes et puis se retirer à la campagne avec un petit lopin faire de terre. Du tricot, voilà. Oui, ou faire de l'écologie intégrale. C'est des options. Moi, je ne demande pas à tout le monde d'être courageux, mais je demande que ça ne sert à rien de mener le combat à moitié. Ça ne sert plus à rien. Et tous ceux qui m'ont dit qu'il fallait faire à moitié, comme certains, ils ont tous disparu, et en plus, ils ont été sanctionnés quand même, tu sais, de manière vicieuse par la bande.
parce qu'on leur fait la peau discrètement, tu vois. Et je ne vais pas citer de nom, mais j'ai 20 ans d'engueulade avec d'autres combattants, on va dire, qui n'étaient pas d'accord sur ma stratégie. Par exemple, qui consistait à séparer, tu sais, antisionisme d'antisémitisme. Tu sais, genre, je suis antisioniste, mais ça n'a rien à voir avec le judaïsme, qui était la ligne qui me valait d'être attaqué par des types comme Michel Colomb. Aujourd'hui, les instances dominantes israéliennes disent que ce qu'ils font, c'est-à-dire la politique d'Israël est justifiée par la Torah, hein, c'est-à-dire qu'ils sont l'État juif et que ce qu'ils font, ils le font au nom du judaïsme bien compris. Donc aujourd'hui, le travail honnête est fait par Youssef Indy. Il faut comprendre que l'idéologie Netanyahou va chercher sa source dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas de rupture entre les deux. Alors après, on peut dire qu'il y a d'autres lectures moins littéralistes de l'Ancien Testament. Et ça, je l'ai déjà dit, j'ai dit oui, bah, ça amène aux évangiles. Hein. Quand on me dit, mais pour vous, on dit, mais il n'y a pas de bons juifs, je dis, bien sûr qu'il y a des bons juifs, ça s'appelle les chrétiens. c'est tout. Je finirai là-dessus. Alors moi, à propos de calendrier, j'ai une dédicace ce samedi, mais je ne sais pas quand la vidéo va sortir, à Chambéry, hein, le samedi, et surtout le 6 décembre au Logos, à Paris, donc à partir de 14h. Et ensuite, j'ai Mont-de-Marsan et Castres. Vous avez tout ça sur jovanovic.com ou la revue de presse. Et moi, mon calendrier, c'est de faire face à la justice suisse qui me promet de la prison pour provocation publique au crime, incitation à la haine et je ne sais pas trop quoi. Et comme je vous l'ai dit déjà pour ceux qui me suivent, je me défends sans avocat sur une ligne, la ligne Vergès, qui est une défense de rupture, qui est typiquement la seule ligne qui a du sens quand on est, comment dirais-je, dominé par une puissance qui ne respecte plus les règles qu'elles vous ont par ailleurs imposées. Voilà. Donc c'est ça mon calendrier, moi. C'est tenir tête en Suisse à ceux qui me persécutent au-delà des frontières. Hein, je rappelle, il y a des gens qui sont sans frontières, hein, car je rappelle que je suis persécuté en Suisse pour 2 instances et une personne qui sont françaises. Hein. Voilà. Donc, est-ce que la justice suisse protégera un de ses concitoyens ou est-ce qu'elle le livrera en pâture à des étrangers vu comment le secret bancaire a volé justement avec les Russes, avec les oligarques russes dont les comptes ont été donnés aux Américains au début de la guerre avec l'Ukraine, bon, là effectivement il faut se méfier quand même. Hein, Alain. Oui, mais moi je pose la question. Hein, je pose la question. Voilà. Je dis, est-ce que je serai protégé par mes concitoyens ou est-ce qu'ils me livreront à l'ennemi qui, par ailleurs, d'ailleurs, les persécute aussi et les méprise. Je rappelle l'histoire de l'escroquerie des comptes en déshérence. Hein. Comment dirais-je, ils sont pas rancuniers, ceux en ce moment qui me livrent à cette puissance étrangère, parce que pourtant, ils se sont bien fait escroquer par l'affaire des comptes en déshérence. Je dis ça pour que les gens aillent chercher sur Internet ce que c'est que ce dossier où la Suisse s'est fait racketter à mort de manière totalement abusive par des escrocs qui sont toujours les mêmes. Je rappelle qu'il y a deux figures très importantes. Il y a deux figures très importantes qui traversent l'histoire dans cette communauté. C'est le fauteur de guerre et l'escroc. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même les deux faux. Et souvent d'ailleurs, les gars ont les deux casquettes. Tu vois. Par exemple, Bernard-Henri Lévy est à la fois fauteur de guerre et escroc. Tu vois. Le petit Glucksmann aussi. Ces deux figures, voilà, ces deux figures, fauteur de guerre et escroc. C'est important. À bientôt donc, chers auditeurs, pour d'autres déclinaisons dans un nouvel épisode de Jusqu'où va-t-on descendre ?